Bonjour les circadiens, j'espère que vous avez une belle énergie. Aujourd'hui, pour le 31e épisode du Circadien Podcast, j'ai le plaisir de recevoir Aurélie Montin, qui est experte en sommeil, fondatrice du podcast Insomnie hors de mon lit et aussi accompagnatrice pour les personnes qui sont en trouble du sommeil. J'ai rencontré Aurélie pour la première fois au Festival du potentiel humain il y a presque un an, et puis je l'ai revue récemment lors d'un stage au centre de l'Hormèse de Pierre Dufraisse. Et on a bien sympathisé tous les deux parce qu'on a la même vision de la santé et puis on est tous les deux passionnés par le sommeil. Et il faut savoir que Aurélie a passé 15 années de sa vie à être insomniaque, à ne quasiment pas dormir de la nuit. Et du coup, elle a aujourd'hui résolu ce problème et aujourd'hui, elle transmet son partage et comment elle a pu faire pour résoudre ses problèmes d'insomnie. Elle le partage maintenant aux autres et notamment à travers son podcast et une formation en ligne qu'elle a créée spécialement sur le sujet. Et finalement, elle aborde un domaine qui est très important dans le monde de la santé, c'est le sommeil. Et pourtant, je constate que beaucoup de personnes qui sont en recherche de vitalité, de pleine santé, d'avoir une bonne humeur, de performer dans leur quotidien, ils ont tendance à vraiment à aller vers l'alimentation, à aller vers le sport, et malheureusement, on ne parle pas assez du sommeil, on ne le met pas assez en avant. On a plutôt tendance envie à aller chercher le complément alimentaire miracle, la diète parfaite, la séance de sport idéale qui va nous donner de l'énergie, mais on oublie complètement à quel point le sommeil est crucial. Et ça, du coup, on va en parler pendant l'échange. On va se mettre dans la peau d'un insomniaque pour comprendre un petit peu les mécanismes de l'insomnie. Et puis vous allez voir que finalement, lorsqu'on n'arrive pas à dormir, c'est souvent une question de perception, une question de rumination mentale. Mais il y a aussi bien évidemment plein d'autres facteurs comme les facteurs externes, notamment l'environnement dans lequel on dort. En tout cas, on a tous rencontré un jour ou l'autre des problèmes de sommeil, des petites insomnies par-ci par-là. Moi-même j'en ai vécu et je peux vous dire que c'est franchement pas drôle. Donc si jamais vous connaissez des personnes qui ont des problèmes d'insomnie, faites regarder ce podcast à cette personne-là. Et n'hésitez pas aussi à aller voir le travail d'Aurélie, allez la suivre sur son compte Instagram et pourquoi pas à faire ses formations ou demander une consultation si vraiment vous connaissez des personnes qui ont des graves troubles d'insomnie et de sommeil parce que ça pourrait vraiment les aider. En tout cas, je vous souhaite une très belle écoute et je vous laisse dès maintenant avec cet échange. Salut Aurélie, comment tu vas? Bonjour Dylan, eh bien ça va très très bien aujourd'hui. Il fait beau là aujourd'hui, le printemps s'annonce, je suis en grande forme. Génial. Tu vois, moi je commence toujours mes podcasts avec un petit tour d'inclusion. Tu dois peut-être connaître ça de David de Limitless Project. Où en fait, il s'agit de partager l'énergie dans lequel tu es en ce moment. Ça peut être positif, comme ça peut être partager quelque chose qui te pèse, qui te stresse, pour pas que ça entrave l'échange. Eh bien j'ai envie de commencer déjà par te dire que je suis très heureuse d'être là avec toi pour discuter. Merci Dylan pour l'invitation. Donc déjà ça c'est le petit côté enthousiasmant, j'avais hâte d'être là à 14h pour démarrer ça avec toi, je suis très très contente. Et puis, de façon, si j'étends un tout petit peu à moi aujourd'hui et dans cette semaine, je suis plutôt dans une énergie vraiment positive. Vraiment positive. Je suis très sensible au printemps. Je suis très sensible aux températures qui remontent un petit peu et à la nature qui, tu vois, qui éclot, à ce vivant là qu'on voit de partout, qui nous fait signe à tout instant. Et c'est une belle période pour moi, en principe chaque année. Et là, j'ai l'impression que cette année, elle va avoir encore un petit goût différent. J'ai pas mal de projets, de choses qui vont se mettre en place. Donc, j'arrive avec beaucoup d'enthousiasme et de sourire. Trop bien. Bah écoute, pour faire mon petit tour d'inclusion, moi je suis un petit peu dans la même énergie que toi. Je suis assez sensible au changement de saison. Et notamment au printemps, les intersaisons, c'est là où je suis le plus, je me sens le mieux, j'apprécie vraiment. Et moi qui m'entraîne beaucoup dehors, qui aime beaucoup passer du temps dehors pour prendre la lumière naturelle, pour marcher pieds nus, et ben ça fait du bien de ressentir justement, comme tu dis, cette douceur au niveau de la température, d'entendre les petits oiseaux là qui sont en train de chanter, de voir les fleurs en train d'éclore. On sent que le printemps arrive, que la vie reprend dans la nature, donc ça fait vraiment du bien. Et ouais, je suis comme toi aussi dans cette énergie de création, avec plein d'envie, d'enthousiasme, d'espoir et de foi pour mes projets du futur. Et voilà, j'ai passé beaucoup de temps depuis le début de l'année avec des amis à créer vraiment un cocon,
de l'amour avec plein d'amis, avec une tribu que j'ai rencontrée. Et là, j'ai besoin de retourner un petit peu dans cette productivité, dans les projets. Donc voilà un petit peu le mood. Mais en tout cas, je pense que 2024, c'est une belle année pour beaucoup de personnes et il y a plein de choses qui se mettent en mouvement là. Ah, c'est chouette ce que tu dis parce que effectivement, je trouve que la période hivernale, elle pousse à ça. En fait, elle pousse au lien, à se retrouver. Là, comme tu dis, avec des amis, à passer du temps avec les personnes avec qui on est proche. Et je trouve que ça permet d'une que cette période qui peut paraître un petit peu morose, bah, soit plus agréable. Et en plus, j'ai la sensation que ça donne l'essor aussi à justement tout ce qui va, tu vois, un petit peu comme si ça venait nous nourrir quand il n'y a pas grand-chose qui nourrit. Tu vois, la nature, elle donne pas Ouais. grand-chose à cette période-là. Et après, ça permet d'avoir l'énergie et ça donne l'essor pour le printemps, l'été qui arrive. Je trouve que cette notion de se retrouver avec ses proches, elle est importante. Je pense pas simplement de juste passer 3 minutes, se dire bonjour, mais vraiment passer du temps, construire, créer des liens, découvrir de nouvelles personnes aussi. Et nous, on s'est rencontrés dans cette période-là aussi. Et c'est ce qu'on se disait là juste avant. C'est vraiment plaisant de pouvoir rencontrer les gens qu'on peut connaître de nom ou dont on a entendu parler, parce que j'avais entendu parler de toi aussi avant qu'on se rencontre il y a quelques semaines. Donc c'est précieux, mais ça me parle beaucoup. Bah, c'est très appréciant et d'autant plus que j'ai passé beaucoup de temps ces dernières années assez seul dans la solitude, à toujours être dans mes projets, tu vois, à travailler, sans prendre du temps pour les autres, sans créer des relations vraiment fortes. Et j'ai vraiment découvert ça en début d'année avec des amis qui sont sur Grenoble. Et en fait, j'ai découvert pour la première fois de ma vie la puissance du lien, la puissance de l'amour. Et pour la première fois, je crois, depuis 10 ans, je m'étais jamais couché aussi tard, à 5 heures du mat ou 3 heures du mat, chose que je m'autorisais plus depuis des années avec toutes ces découvertes physiologiques et l'importance du sommeil dont on va parler. Et en fait, j'ai découvert que quand tu es vraiment dans un cercle d'amis avec une forte énergie, avec vraiment de l'amour, pas du non-jugement et vraiment du pur partage, j'ai l'impression que ça transcende vraiment ton énergie. En fait, tu peux te permettre de presque pas dormir de la nuit. Et le lendemain, en fait, j'avais quand même de l'énergie, j'avais quand même de l'enthousiasme. Et ça a été un espèce un rupture de pattern dans mon esprit, un changement de croyance de me dire, bah, finalement, les relations sociales dans la santé, ça compte. C'est pas juste le sommeil, c'est pas juste bien manger, faire du sport. Tu peux avoir tous ces paramètres-là et tu peux tout de même être malheureux parce que si t'as pas de lien social, et je l'ai expérimenté, bah ça fonctionne pas en fait. Il manque un truc, il manque, c'est les épices de la vie en fait. C'est vrai ce que tu dis. Ça m'évoque deux choses. En lien direct avec le sommeil, je me souviens à l'époque, il y a quelques années en arrière, où je traçais mon sommeil, j'avais une montre connectée, et je m'étais rendu compte, donc je traçais aussi ce qui se passait pour moi. Tu vois, je te faisais vraiment, je tenais un journal sommeil, un agenda du sommeil. Et je m'étais rendu compte qu'il y avait des moments dans la semaine où j'avais plus de sommeil profond. Tu vois, ma montre, elle me mettait beaucoup plus de bleu foncé, là, tu sais, le fameux Graal qu'on recherche Mhm. pour bien récupérer. Donc, je regardais ça, puis je me disais, tiens, c'est bizarre, bah, ça correspondait pas forcément au même jour de la semaine, c'était pas, et en fait, j'ai fait le lien, mais pareil, hein, à l'époque, j'avais pas du tout ça en tête, aucune notion que ça pouvait jouer. Et j'avais fait le lien que c'était systématiquement la nuit qui suivait une soirée que j'avais passée avec des proches, avec des amis. Donc ça pouvait être, tu vois, avec ma famille, avec des amis. Ça pouvait pas forcément être, tu vois, des heures et des heures, hein, mais juste passer une heure et demie, faire des jeux de société. Moi, j'adore les jeux de société. Passer un temps à discuter et le rire, tu vois, le pouvoir du rire. Ouais, le rire. Et à Ouais. chaque fois, je voyais, j'ai dit, putain, c'est dingue. Et quand j'ai réalisé ça, je dis, mais c'est incroyable. C'est incroyable, ce lien qui vient nous nourrir, qui vient apaiser notre système nerveux, qui fait que, d'une certaine façon, d'un seul coup, on sait ce qu'on fait là, en fait, juste on profite du moment présent, on a l'impression d'avoir sa place. Bien sûr, il faut des relations sociales de qualité, hein, tu en parlais, c'est important, tu vois, le non-jugement, le fait de se sentir bien. Mais oui, je vois tout à fait, puis ça m'évoque aussi autre chose, c'est que, mais ça a dû t'arriver plein de fois dans ton parcours, le fait de se dire, j'aimerais bien faire ça, mais je pense que j'y arriverai pas. Et t'as quelqu'un qui te dit, mais inscris-toi, tu vois, ça peut être soit dans un club, soit t'as un stage qui fait ça, des trucs. Et tu te dis, mais en fait, ça va rien changer. C'est-à-dire que, tiens, si je te parle, tu vois, par exemple, du bain froid. Personne qui a jamais testé de bain froid dit, mais moi, je ne me vois pas faire ça chez moi, tu vois, le matin, tranquillement dans ma cour. Bah,
fais un stage, tu vois, fais un stage autour du froid avec quelqu'un qui s'y connaît et tout. Tu te dis, ça va rien changer. En fait, l'émulation du groupe, c'est-à-dire que personne va te pousser dans l'eau, c'est toi-même qui y vas, mais t'as l'impression que tes capacités, elles sont décuplées. Tu te dis, mais tu rentres chez toi, tu te dis, putain, mais je l'ai fait. C'est incroyable. Et donc, je trouve que, à la fois au niveau de ce que ça vient nourrir chez nous, et à la fois au niveau de ce que ça vient faire tomber comme barrière, comme croyance, l'émulation que ça donne, moi, je pense que je sais plus, manger, bouger, je sais plus quoi, manger, bouger, Ouais, relationner. manger, bouger, ouais. Ouais, Relationner, ouais. ça devrait, tu vois, être ajouté au slogan, il est incomplet. Ouais, Et complètement, dormez, c'est bien le... sûr. Et dormir. Tout ce qu'on dit pas finalement. C'est ça. Mais je partage aussi ça et je l'ai vécu déjà avec le stage, avec l'émulation de groupe, comme tu disais, d'aller au-delà de ses limites. Et du coup, moi, c'était au Nouvel An où j'ai rencontré mes amis. En fait, on faisait des cercles de mantra. Donc, c'était du chant avec de la guitare. Et le pouvoir du chant, le pouvoir du mantra répété pendant des heures et des heures jusqu'à 2 3 heures du matin, et bah, ça te met en transe. Tu sens vraiment que tu es Mm. dans un état modifié de conscience. Et du coup, tu as un sommeil derrière qui est ultra qualitatif, même si tu dors 4 heures ou 5 heures. Parce que je pense, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a une espèce d'apaisement du système nerveux. On sait que tout est énergie, tout est vibration. Et quand on chante des mantras et qu'on récite des hommes, qu'il y a cette émulation, ça va vraiment venir apaiser le système nerveux, le nerf vague, etc. Et, et je pense que ouais, derrière ça, il y a vraiment des explications physiologiques. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin de s'étaler sur les explications physiologiques quand tu l'as vraiment vécu, tu vois. Mm. Hmm. C'est intéressant ce que tu dis. Et je partage complètement. J'adore les explications physiologiques. J'adore, je trouve Pareil, ouais. que ça vient nourrir ma curiosité intellectuelle. Mais je me rends bien compte à quel point on n'en a pas forcément besoin pour vivre des choses, pour expérimenter et pour faire le lien entre j'ai fait ça, ça m'apporte ça, et je vais recommencer. Ou alors je vais pas recommencer. Après voilà, chaque personne a une curiosité qui va être différente et va être stimulée intellectuellement de façon différente. Donc parfois c'est génial de savoir le pourquoi du comment ça fonctionne dans le corps, etc. Mais par contre, il n'y a rien qui peut remplacer l'expérience. Et c'est ça qui va vraiment considérablement venir transformer la vie d'une personne. C'est pas le fait de savoir que ça existe ou comment ça marche, c'est le fait de l'avoir vécu, en fait, et de le vivre, et Hmm. d'impulser le fait qu'on puisse le vivre régulièrement dans sa vie si c'est porteur pour nous. Ouais. Ça me fait penser au fait que tu parlais de la montre tout à l'heure qui traçait ton sommeil. Alors je sais pas si tu as toujours ce genre de dispositif aujourd'hui ou si tu as vraiment laissé ça tomber. Moi, tu sais, j'ai la fameuse bague Oura. J'ai vu, ouais. Et en fait, quand je l'avais, ça fait 4 ans que je l'ai, je crois, presque 5 ans. Et au tout début, j'avais ce piège-là. C'est que quand tu as un nouveau jouet, t'as envie de jouer avec. Et donc, dès que je me réveillais le matin, le premier truc que je faisais, c'était de checker mon téléphone, de regarder les données pour savoir comment j'avais dormi. Et en fait, j'étais pas à l'écoute de mes ressentis en premier. Je me disais pas, tiens, comment je me sens aujourd'hui, quel est mon état, etc. Et si jamais, par exemple, je me sentais en forme le matin au réveil, tu vois, je me sentais bien dynamique, et que je regardais la bague, mais qu'elle me disait le contraire, qu'elle me disait, oula, attention, t'as pas bien dormi, peu de sommeil profond, etc. Par effet nocebo, j'avais un coup de barre instantané. Dans les minutes qui venaient, je me sentais fatigué. C'est vraiment très puissant le pouvoir de l'esprit où quand on est vraiment trop cantonné à des données, à vouloir trop être dans comprendre ce qui se passe dans le corps, tu vois. Je sais pas si tu as déjà vécu ce genre d'expérience avec ces appareils connectés. Et je voulais aussi partager un autre truc, c'est que tu vois tout ce que j'apprends là depuis des années au niveau de la biologie, de la physiologie, de qu'est-ce qui se passe dans le corps. J'ai l'impression que c'est très bénéfique, c'est très utile et franchement j'adore ça depuis tout gamin, j'adore apprendre des choses sur le corps humain, etc. Mais derrière ça, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de cadeau empoisonné dans le sens où aujourd'hui maintenant j'ai du mal à lâcher prise quand je suis en soirée, quand je dois me coucher un peu plus tard, quand je vais être exposé un peu plus tard à de la lumière artificielle, parce que maintenant j'ai les connaissances de qu'est-ce que ça fait, l'impact, etc. Et est-ce que toi, tu as aussi ce problème-là? Est-ce que tu as du mal à lâcher prise, par exemple, sur ton sommeil? Ou est-ce qu'aujourd'hui, tu as vraiment réussi à trouver cet entre-deux? Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Oui, alors je vais partir du coup de la montre sur ta première question, parce que, et puis après j'enchaînerai avec la deuxième. Ça m'évoque plein de choses. Alors je vais essayer de structurer tout ça. Hmm.
La première, oui, mais avec un grand oui, enfin un grand O. Le premier truc que je faisais, c'est que je regardais les données. Est-ce que j'ai bien dormi? En fait, je trouvais que cette montre, donc c'était vraiment, tu vois, là, je te parle de ça. C'était dans les tout balbutiements où je commençais à m'intéresser au sommeil. Et c'était tellement obscur pour moi le sommeil qu'en fait, là, j'avais un truc qui me disait ce qui se passait pour moi. Et puis en plus, je le voyais un petit peu même comme une justification. C'est-à-dire que donc c'est vrai que j'ai pas, je vais peut-être parler juste 2 secondes de mon parcours pour que les gens puissent recontextualiser. Mais du coup, moi, je suis arrivée au sommeil parce que justement, j'ai pas dormi pendant très longtemps. Quand je dis pas dormi, je dormais un petit peu, mais j'ai souffert de troubles du sommeil depuis la fin de mon adolescence et pendant 15 ans, jusqu'à mes 31 ans. Tu vois, j'en ai 37 aujourd'hui. Et j'étais tout le temps fatiguée et j'étais tout le temps... j'avais des périodes où vraiment c'était de l'insomnie sévère, tu vois, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, je pouvais faire des nuits blanches, je dormais 2-3 heures par nuit. J'étais dans des états zombies, tu vois. Mais pour pas trop le monter au travail ou par rapport à plein de choses diverses et variées de la vie, tu sais, t'essayes toujours d'en faire plus, mais du coup, avec tes proches, là, je me lâchais complètement et j'étais vraiment un zombie, et puis je faisais de la peine à tout le monde, quoi. Et quand j'ai trouvé ce joujou-là, regardez, j'ai le droit d'être fatiguée parce que regardez à quel point mes nuits sont pourries. J'ai dormi 1h30 cette nuit, c'est une catastrophe. Et donc il y avait ça, tu vois, ce côté un petit peu rassurant de je suis pas folle, en fait. Effectivement, il se passe des choses pour moi qui sont vraiment pas cool. Après, quand du coup j'ai commencé à rétablir mon sommeil, à comprendre ce qui se passait, à faire, tu vois, 15 ans d'errance, je peux dire qu'il s'en est passé des trucs dans ma tête pour que je puisse sortir de tout ça. On y reviendra, j'imagine, un peu plus tard ou pas, peu importe. Mais en tout cas, je me suis vraiment rendu compte que ça m'apportait du soulagement de voir que ce que je mettais en place dans mon quotidien, dans ma vie, ça marchait. C'était pas non plus que un ressenti où je pouvais justement être un peu dans un truc placebo, j'ai fait ça, donc je me sens mieux. J'avais comme besoin de voir que oui, mon sommeil, il allait mieux. Et puis après, je suis passée dans une autre phase où en fait, j'ai bien compris que de toute façon, c'était pas un outil qui était ultra précis, tu vois. Enfin, c'est pas un électroencéphalogramme, tu vois. Pour avoir déjà passé un test du sommeil, t'as 1 milliard de trucs, t'es branché de partout. Là, en gros, sur mon téléphone, je savais que j'avais rentré moi-même les données, c'était un peu... Et donc, j'ai très vite compris que ce qui était important, c'était pas les données en elles-mêmes, mais c'était l'évolution qu'on pouvait en voir. C'est-à-dire que tu commences, tu vois, le 1er janvier, tu te dis, allez, j'utilise ça parce que je mets en place des choses pour mon sommeil, ma vie et tout ça, dans mon alimentation, tout ce que tu veux. Et puis après, tu portes ta montre ou ta bague pendant par exemple 15 jours, 3 semaines, tu l'enlèves, tu continues à mettre en place des choses, et puis 2 mois après, tu la remets pendant 3 semaines et tu regardes ce qui s'est passé. Et en fait, je trouve que là, ce delta, il fait sens, et moi, c'est ce que je partage du coup aux personnes que j'accompagne. Je leur dis en fait, vous focalisez pas sur les données en soi, parce que souvent les gens me disent, mais alors, combien d'heures, combien de minutes je dois passer en sommeil paradoxal, en sommeil profond? Je leur dis toujours, on s'en fiche. En fait, c'est vraiment l'évolution qui compte, parce que c'est ça qui va vous permettre de voir si ce que vous mettez en place, c'est intéressant. Et bien sûr que ça doit jamais déconnecter du ressenti. Et c'est pour ça que moi, dans le journal sommeil, du coup, que je propose aux personnes que j'accompagne, tu vois, t'as toujours la petite ligne, comment vous vous sentez en fin de journée, comment vous vous sentez au coucher, et comment vous vous sentez le matin au réveil. Donc en fait, les données, elles doivent venir déjà du corps et de comment on se sent. Donc ça, c'est cette reconnaissance, de toute façon, elle est à la fois la conséquence du travail qu'on peut faire sur soi, mais elle est aussi à la cause de tout ce qui va changer. Donc il faut tout le temps travailler dessus. Et ensuite, tu m'as demandé, oui, par rapport à toutes les connaissances qu'on peut se faire. Alors, parfois, c'est un vrai casse-tête, et parfois, ça va. J'ai envie de te dire que je suis comme toi, c'est-à-dire que je suis pas passée. Je pense qu'on peut aller à un moment donné au-delà de ça. C'est pas mon cas aujourd'hui. Donc, par rapport à mon sommeil, ça va. Tu vois, je vais pas me tracasser de me coucher plus tard, ou tu vois, j'ai vraiment un gros lâcher prise par rapport à ça. La seule chose qui pourrait, tu vois, me tracasser, c'est si vraiment il y a une récurrence. Enfin, tu vois, tu sais, j'ai 2 enfants, ils sont petits encore. Quand je vois que ça commence à dérégler complètement leur sommeil, que pendant X nuits, ils dorment pas, ils me réveillent tous les jours, là oui, effectivement, tu vois, je me dis, ok, là ça commence à me stresser un peu, à me dire, faut vraiment qu'ils dorment cette nuit, parce que là je commence
à être moins confortable, à me sentir vraiment fatiguée. Mais sinon, de façon globale, ça va. Mais par contre, là où je vois vraiment les effets de tout ce qui se passe dans la tête lorsqu'on sait des choses, par rapport à l'alimentation, par rapport à la physiologie, c'est quand je me retrouve en société. Et tu vois, je suis invitée chez des amis. Et là, tu vois, je peux pas m'en empêcher. Je me dis, merde, je vais manger ça. Déjà, j'aime pas. Puis en plus, c'est pas bon pour mon corps. J'ai pas envie d'être là. Alors, tu vois, c'est ce qui m'arrive. Hein. Mais après, j'adore les personnes avec qui je passe le moment. Et puis, du coup, je me fais cet auto-discours. Et en fait, c'est quoi qui est le plus important? C'est là ce que tu vas manger, ce qu'il y a dans ton assiette, ou cette relation qui va te nourrir pendant 2 heures. Mais je suis obligée de me le dire. C'est pas instinctif. Et donc, ça revient un petit peu à cette notion de cette part du jugement qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres, et là où on peut venir placer de l'indulgence. Et je pense que c'est un travail que j'ai impulsé, que je fais dans le quotidien, mais je sais pas, je suis encore sur le chemin, quoi. Même par rapport aux enfants, je vois, par rapport, tu vois, à ce que j'essaie de mettre en place dans la vie de mes enfants, pour eux, pour leur alimentation, et quand je vois ce qui peut se passer à côté, je suis là, oh, non mais c'est pas possible, mais il faut, tu sais, limite j'ai envie d'aller voir les gens, de leur dire, mais bien sûr que je le fais pas, ça serait contre-productif, mais effectivement, parfois ça peut rendre des moments qui pourraient être soit neutres, soit agréables, avec tu vois, teinté d'un truc. Et donc je pense que c'est un travail qui est nécessaire de venir enlever ce jugement, de venir se dire, il y a pas de jugement, les choses elles sont comme elles sont. J'ai un biais de transmission que j'utilise, que j'aime, et ça me permet de partager des choses qui me sont chères, et puis qu'il y ait une prise de conscience des gens en fonction de ce qu'ils viennent chercher, mais c'est parce qu'ils viennent chercher. C'est encore un travail. Ouais. Mais je te rejoins parce que pareil, quand je suis dans un environnement qui est différent du mien, j'ai tendance à juger automatiquement. C'est vraiment comme tu dis, c'est instinctif. Et du coup, j'en prends conscience, et c'est là où c'est puissant, c'est que quand tu mets de la lumière sur tes processus mentaux, sur tes pensées, quand tu es conscient de tes pensées, tu peux ensuite recalibrer un petit peu ça en disant, moi j'aime bien souvent quand je me surprends en train de juger l'autre, de me dire, Dylan, t'as pas la vérité. C'est pas parce que t'as ouvert plein de bouquins de physiologie, que t'as lu plein de livres, que t'as pris des notes, que t'as des connaissances sur ça, que c'est toi qui détient la vérité finalement. Qui a raison entre celui qui se couche à minuit et qui mange un McDo devant Netflix, ou celui qui se couche à 21 heures et qui respecte ses rythmes biologiques en définitive? Chacun a ses valeurs, chacun vit sa vie comme il veut, bien qu'il y a quand même des vérités, on va dire pas des vérités, mais des principes. Tu vois, on va pas se mentir que il y a quand même, voilà, manger McDo à Ouais. minuit, c'est pas ouf, mais finalement, si la personne elle est profondément heureuse et bien comme ça, bah il y a pas à juger en fait. Et c'est dur à se détacher de ce truc-là parce que bah même des fois dehors, tu vois, je vois quelqu'un qui mange un sandwich en marchant, qui a l'air stressé et tout ça, et le jugement il se met dans, tu vois, je suis en train de juger, etc. Et c'est drôle et à la fois j'essaie de me recadrer, tu vois. Ouais. Je suis d'accord avec toi par rapport à cette notion de vérité. Puis en plus, on a tous évolué dans notre parcours. Donc ça veut dire que la personne qu'on est en train de regarder et que possiblement notre cerveau il est en train de juger là peut-être de façon hâtive, ben, en fait, Hmm. c'est peut-être moi il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 15 ans. Ouais, Et puis peut-être c'est que cette vrai. personne dans 5 ans ou dans 10 ans ou dans 15 ans, c'est elle qui va m'apprendre des choses sur quelque chose d'extraordinaire. Donc oui, je suis d'accord avec toi. La seule nuance effectivement que je pourrais apporter, en tout cas que moi je vois par rapport à mon expérience, c'est que euh, je pense qu'il y a pas de vérité, mais par contre, effectivement, il y a quand même des principes qui viennent s'appliquer à nous. Après que les gens, ça leur tienne à cœur de les respecter ou pas, ça pour moi, ça leur appartient. Et je pense que c'est sur ça que j'essaye de pas juger. Hmm. Par contre, alors peut-être que c'est pour me rassurer, peut-être, je ne sais pas. Aussi. Mais en tout cas, j'ai tendance à me dire que il y a quand même une notion qu'il y a des choses où on a beau pas vouloir, pas être d'accord, ça s'impose quand même un petit peu à nous. Donc pour reprendre ton exemple de tout à l'heure, si la personne elle se couche à minuit tous les soirs et que c'est pas son rythme biologique, qu'elle regarde les écrans jusqu'à point d'heure, qu'elle mange de la MERDE, si elle a rien dans sa vie, zéro symptôme, qu'elle est super heureuse, que tout va bien, bah tant mieux, c'est qu'en fait elle a un capital monstrueux et puis que justement tout le reste vienne compenser et qu'il y a une super régulation qui se fait et que cette personne, nickel, tant mieux pour elle. Mais par contre, effectivement, moi j'aurais tendance à penser que elle respecte pas
les principes qui sont ceux du vivant, de son corps, et possiblement qu'à un moment donné, elle pourra en avoir des répercussions plus ou moins importantes. Après, le fait qu'elle le fasse ou qu'elle le fasse pas, effectivement, c'est là où moi je me dis, j'ai pas à juger là-dessus. Mais je pense que, tu vois, c'est comme t'as beau je sais pas, t'as beau vouloir être un oiseau et tu te mettre à sauter du 4e étage, en fait, la gravité, elle te rattrape, quoi. Et moi, je me dis, par rapport à notre corps, on a beau ne pas vouloir certaines choses, ou se dire non, mais en fait, j'ai pas envie de me coucher tôt, j'ai pas envie de faire gaffe à ce que je mange, j'ai pas envie de faire du sport. À un moment donné, moi, je trouve que ça nous rattrape, parce que ça s'impose à nous, en fait. Tu vois, la différence vraiment entre les règles et les principes, voilà, je sais que tu embrasses ce discours aussi, et je pense que c'est quand même un message qui est important de partager. Après, on fait ce qu'on veut dans sa vie, mais par contre, je pense quand même qu'il y a des choses qu'il faut connaître pour faire des choix éclairés. Complètement. Et il faut faire le discernement aussi entre j'ai pas envie de faire de sport versus en fait j'ai pas envie de sortir de mon confort. Parce qu'on a été éduqué dans une société où justement on nous éloigne au maximum du confort, de l'inconfort, et on a le plaisir facile, et du coup je pense qu'on n'arrive plus à faire le discernement entre ce qui est bon pour moi physiologiquement et ce qui va plutôt m'apporter du plaisir et du confort, mais qui est pas forcément bon. Et je trouve que c'est difficile. On parle beaucoup de ressenti aujourd'hui, que ce soit dans le sommeil, dans l'alimentation, dans le sport. Mais c'est difficile pour les personnes qui n'ont pas appris à ressentir ce qui se passe en eux. Comment on peut être à l'écoute de son corps, tu vois. Et ça, je pense que c'est un truc qui se travaille aussi, ouais. Bah oui, complètement, parce que même... je rajouterai un 3e petit élément. Excuse-moi. Par rapport à ce que tu dis, c'est-à-dire, est-ce qu'on veut pas aller faire du sport pour cet exemple-là, mais c'est vrai que ça peut être plein d'autres choses, parce qu'on veut pas, ou parce qu'on veut pas sortir de sa zone de confort, ou peut-être parce que notre corps, à ce moment-là, il nous dit que c'est pas OK pour lui. Et du coup, ça peut être juste de l'écouter. Ouais. Mais ça revient complètement, et c'est pour ça que ça m'y fait penser, parce que c'est complètement lié à ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que cette reconnexion à soi, il n'y a pas le choix de l'impulser. Il n'y a pas le choix de se poser des questions et d'aller chercher justement, en se posant les bonnes questions, on a plus de chances d'avoir des bonnes réponses. Et effectivement, le fait de tu vois, je vais te donner un exemple. Moi, je demande aux gens, dans mes consultations, je leur dis quand est-ce que vous avez des vagues de somnolence dans la journée, quand est-ce que vous ressentez la somnolence même le soir. Certains ne savent pas. Certains ne savent pas, en fait. Il y a plus on n'identifie pas ça. Et ça, c'est vrai avec plein d'autres choses. Donc, quand on est tellement déconnecté de son corps, qu'on imagine qu'il y a un nous qui est là, au-dessus, et puis, en fait, qu'on a le corps qui est un peu là, en pilotage automatique, qu'il n'y a pas de lien, on passe à côté de plein de choses, et effectivement, on ne peut pas venir écouter ses réels besoins. Donc après, on n'a même pas la possibilité de se dire « Pourquoi je veux pas ?» On peut même pas se poser la question, en fait. Alors que quand on vient connecter avec soi, à un moment donné, on n'a pas envie. Pourquoi je veux pas? C'est parce que mon corps, là, vraiment, il me dit stop parce que j'ai trop donné. Ou alors parce que là, je suis en mode flemme et que finalement, je serais vachement fière de moi si je le fais quand même. Du coup, la réponse qu'on va donner à ce ressenti, elle sera complètement différente. Mais ça passe par la compréhension. Et c'est aussi pour ça que moi je trouve ton travail ou celui de pas mal d'autres personnes qu'on peut connaître d'ailleurs tous les deux, qui vont faire ce travail d'information qu'on fait sur nos réseaux respectifs, de venir dire ça existe. Donc là on parle de la reconnexion à soi, mais il y a plein d'autres choses aussi dont on pourrait parler qui vont aboutir à des bienfaits similaires. Ça existe, sachez que ça existe. Maintenant que vous savez que ça existe, qu'il y a ça, on va pouvoir peut-être aller plus loin. En tout cas, je vous donne les clés pour que vous puissiez aller plus loin. Et ça fait toute la différence à mon avis. Et c'est pour ça que, tu vois, moi, dans ce que je propose, il y a jamais, c'est jamais un protocole du style pour tout le monde pareil, du style, tiens, tu vas faire 3 minutes de respiration, à telle heure tu vas faire ça, tu vas te lever du pied gauche, marcher 4 pas. Enfin, j'exagère bien sûr, je caricature, mais en fait, ça fait pas sens. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je vais expliquer à la personne, voilà, déjà les bases, tu vois, un petit peu de base de la physiologie, de savoir ce qui se passe, notamment au niveau du sommeil. Voilà ce qui pourrait se passer pour vous, ce qui peut expliquer dans la situation dans laquelle vous êtes. Et voilà maintenant les solutions qui peuvent s'offrir à vous.
Et après, bah, on va venir déterminer ensemble. Ah, bah oui, on peut faire ça, je peux faire ça dans mon quotidien, tiens, je peux caler ça là, etc. Et en fait, c'est ce travail-là qui, certes, est plus difficile, hein, mais c'est ce travail-là qui est fascinant. Et c'est ça qui permet à la personne d'avancer, parce que du coup, on la fait grandir, elle est autonome. Tout comme moi, je me suis vue grandir de par l'autonomie que j'ai prise vis-à-vis de mon sommeil. Parce que 15 années à me dire, bah tiens, il faut que la solution, elle arrive de quelqu'un d'autre, d'un cachet, d'un médecin, de je sais pas trop qui, tu vois, la baguette magique qui arrive. Bah, quand j'ai pris conscience que non, en fait, c'était moi. C'était moi la cause, et c'était moi la solution. C'est dur, mais c'est optimiste quand même. Et du coup, là, ça change vraiment la donne. Bon, j'ai fait une petite digression, mais en tout cas, voilà ce que ça m'inspirait, cet élément-là. Bah, super intéressant. Et du coup, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours et justement que tu nous expliques. Est-ce que cette insomnie que tu as eue dans ta jeunesse, vers 15 ans, tu m'as dit, je crois, à tes 15 ans, Ouais, 16 est-ce que c'est ans, lié à 16 ans, un tu vois, ouais, événement, 16 ans. est-ce que c'est lié à un événement extérieur, un trauma, un choc, ou est-ce que c'est plutôt dans ton style de vie, dans tes pensées, dans ton intériorité, qu'il y a eu ce souci qui a commencé? Eh bien, oui, oui et oui. La réponse, elle est oui à tout ce que tu as dit, Ok. tout ce que tu as évoqué. C'est-à-dire que, comme souvent pour le trouble du sommeil, ça a été vraiment multifactoriel pour moi. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, j'accompagne les adultes, mais aussi les ados, parce que je trouve que cette période d'adolescence, elle est charnière vis-à-vis du sommeil, et je vois tellement d'adultes qui ont des troubles du sommeil, qui ont pris racine pendant l'adolescence, que je trouve c'est à la fois une période où les jeunes, ils sont presque pas accessibles, et c'est pourtant là où il y a plein de choses qui se jouent. Donc bon, j'essaye, malgré tout, de venir juste planter des petites graines, et puis après, il se passe ce qui se passe. Mais du coup, oui, il y a eu... en fait, j'ai porté un corset quand j'étais plus jeune, tu vois, quand j'avais justement 14-15 ans. Je sais pas si tu sais ce que c'est, en fait. On m'avait diagnostiqué un problème de dos congénital, machin truc et tout, et on m'a dit, bah, faut plus bouger. Donc en fait, on m'a mis un corset. Et quand Ok. on m'a mis le corset, donc tu vois, ça te prend du buste, tu vois, juste en dessous de la poitrine jusqu'au Comme à au l'époque, bassin. là, ce que portaient les femmes, c'est le même style. Ouais, sauf que Ok. là, du coup, Wow. c'est une notion thérapeutique, donc en fait, tu dois pas l'enlever. Ou très peu, tu vois, juste t'as le droit à la limite de te laver avec, c'est le bout du monde, et puis on te fait comprendre à quel point tu vas te casser en deux si tu l'enlèves, donc ça Et tu tu flippes, dormais quoi, avec surtout quand aussi? t'as 15 ans. Je dormais avec, j'ai Wow. porté ça pendant des mois. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ça m'a comprimé au niveau du diaphragme, et j'ai commencé à faire des malaises. Tu vois, faire des malaises vagos, en fait, et je pouvais plus respirer. Et du coup, ma respiration s'est complètement inversée. C'est-à-dire que quand j'inspirais, je rentrais le ventre et inversement, tu vois, le truc vraiment qui... Donc je pense que ça a été un gros choc en fait pour mon corps physiquement Ouais. et qui a dû me mettre en grande insécurité. Pas consciente, mais qui était quand même présente pour mon corps parce qu'en fait, je ne pouvais pas respirer correctement. Et puis à cela s'ajoute la période de l'adolescence, tu vois, une gestion émotionnelle comme tous les adolescents qui est absolument catastrophique, une malbouffe monstrueuse, je mangeais que du pain, je me prenais des trucs de pain à la couper comme il y a dans les cantines. Je me mettais ça dans les Oui. poches et je mangeais ça pendant 1 heure en dehors de la cantine, un truc catastrophique, avec bien sûr les desserts, évidemment. Et puis tu vois, tous les trucs qui peuvent s'enchaîner où tu fais n'importe quoi, tu peux tester un peu l'alcool, tu vois, t'es dans une hygiène de vie qui est déplorable. Et donc, Hmm. tout ça, mis bout à bout, à un moment donné, mon corps, il a dit, mais stop, en fait. Et du coup, j'ai commencé à avoir un sommeil qui s'est dégradé. En plus de ça, j'avais pas conscience, bien sûr, hein, j'étais jeune, il n'y avait pas d'internet, machin et tout. Mais j'avais pas conscience que le sommeil de l'adolescent, il se décale, en fait, un peu dans le temps, qui va revenir après quand on est plus adulte. Donc ce retard de phase, il aurait peut-être dû ou pu s'accompagner justement d'un coucher plus tardif pour que je puisse m'endormir quand vraiment mon corps il était prêt à pouvoir dormir. Ce qui n'était pas le cas, je me couchais toujours à 21h, tu vois, dans le cadre familial, etc. Et du coup, je passais des heures dans le lit à attendre, j'ai complètement perdu ma confiance en ma capacité à dormir. Et puis ça a entraîné aussi avec tous les autres facteurs le fait que je me retrouve à plus dormir. Et donc à rester des heures dans le lit éveillé, à attendre que le temps passe, à me rendormir à 6h du mat quand tu dois aller prendre ton bus, enfin tu vois les trucs. Et puis après j'ai traîné ça pendant 15 ans quoi. Wow. Et d'ailleurs, pour l'adolescence, il me semble que justement, quand on traverse cette période, cette puberté où il y a ces changements hormonaux, je crois que biologiquement parlant, l'adolescent, la plage de l'adolescence, ils sont faits plus pour se coucher beaucoup plus tard.
C'est ça. il me semble. Et du coup, en fait, ça corrobore pas du tout avec la société, avec le fait de se lever tôt pour aller à l'école. Et en fait, ça entraîne des graves perturbations. Et aussi parce que l'adolescent, il a besoin de comment je peux appeler ça? Cette phase de décompression entre la journée et le moment où il va aller se coucher. Donc souvent, avant d'aller se coucher, enfin, si par exemple tu le mets au lit à 21h, il va peut-être passer 1 heure sous sa couette, tu vois, sur son téléphone ou à écouter la radio. Moi, c'est ce que je faisais, hein. Parce qu'on a besoin, dans cette construction des neurones, de changements hormonaux, il y a enfin, comme tu l'as dit, ce décalage qui se fait, qui après qui revient à la norme. Et moi aussi, j'ai expérimenté ces trucs-là et ouais, c'est assez puissant. Et puis du coup, je pense qu'on peut, vu que dans l'adolescence, je pense que c'est là où on intègre beaucoup de choses. Si on intègre un mauvais sommeil, je pense que du coup, comme tu l'as dit, ça peut ensuite nous suivre toute la vie parce que souvent il y a des personnes qui me disent ouais, moi de toute façon, je mets du temps à m'endormir, mais c'est comme ça depuis que je suis gamin, tu vois. Donc, je pense qu'il y a Et vraiment des oui. choses qui se passent à ce moment-là. En fait, c'est vraiment crucial et pourtant on le dénie. Oui, et puis en plus de ça, là, bah, par exemple, ces changements hormonaux et c'est ce qui vient changer au niveau du besoin de sommeil, ça peut se faire assez tôt, tu vois, même en préadolescence, adolescence. Mais en plus, après, il y a aussi la vie de jeune adulte pour peu qu'on fasse des études. Donc là, on se pose même pas la question de est-ce que le corps il peut dormir et à quelle heure et tout. C'est qu'on est presque en privation de sommeil volontaire il y a beaucoup de Ouais. soirées, on peut se coucher très tard. Alors même si après, moi, j'ai pas forcément vécu ça de façon très très prononcée, mais de façon globale, ça peut l'être. Et donc, il s'ensuit où on arrive, on va dire, réellement dans la vie adulte, avec une expérience de sommeil sur les, je sais pas, peut-être 7 ou 8 ou voire 10 années qui viennent de s'écouler, qui est très négative. Et puis, enfin, négative dans le sens où on se dit que finalement, on dort pas beaucoup. On oublie un petit peu ce qui s'est passé que lorsqu'on avait 8 ans, souvent, on s'en rappelle moins. Et donc, on peut vite se mettre une étiquette. La fameuse étiquette de mais moi, de toute façon, j'ai jamais beaucoup dormi, ou moi, je suis insomniaque, ou moi, je suis Ouais. comme ci, je suis comme ça. Sans se poser la question de mais en fait, euh, j'ai besoin de quoi pour bien dormir? Et je pense que s'il y a un truc vraiment fondamental, c'est de se dire ça. C'est de se dire, si je veux que mon sommeil change, de quoi mon sommeil a besoin? Et en fait, on n'y pense pas du tout. C'est-à-dire que on se dit, ouais, j'aimerais bien mieux dormir, et on va chercher des solutions contre le trouble du sommeil. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, je sais pas si je l'exprime bien, mais en fait, le fait de se focaliser sur le manque de sommeil, le trouble du sommeil, empêche de se focaliser sur le sommeil. Et Ouais. quand on se focalise sur le sommeil, qu'est-ce qui vient soutenir le sommeil? Quels sont les Hmm. mécanismes du sommeil? De quoi mon corps a besoin pour dormir? Ah bah les réponses, elles sont complètement différentes. Et là, on va vers un truc. Là, on avance en fait. Et oui, parce que là où on place son attention, c'est là où va l'énergie. Et En donc, si on est plus, focusé mais sur oui, le problème, bah, on est comme ça. Alors qu'en fait, la solution, elle est juste là, mais on est comme ça. Et du coup, ouais, ça fait sens carrément. Ouais. Et du coup, est-ce que tu pourrais partager, parce que moi, enfin, je sais pas ce que c'est être un insomniaque, comme tu l'as été. On va dire que là, pour ceux qui nous écoutent, on va se mettre dans la peau d'un insomniaque. Est-ce que tu peux décrire une journée type et du coup une nuit type aussi, parce que bah, j'imagine qu'il se passe des choses pendant la nuit. Comment ça se passe un petit peu si je devrais être dans la peau d'un insomniaque? alors elle est top ta question. On me l'a jamais posée. J'adore. Ok, super. Là, je rembobine dans ma tête. Du coup, je rembobine pour vraiment me retrouver 10 ans en arrière et te partager ça avec le plus d'authenticité possible. Alors, moi, j'avais soit des problèmes d'endormissement, soit des problèmes de réveil nocturne. Souvent, c'était les deux. Parfois, les gens ont l'un ou l'autre. Donc, en gros, je vais partir à partir tu vois, de 18h le soir. Et je vais reboucler après. Ok. 18h le soir, j'ai un gros coup de barre. Je vais pas me coucher à 18h, hein, clairement. Limite, je sors du travail, parce que ouais, avant j'étais salariée. Je rentre chez moi, je m'active un peu pour essayer de profiter de ma soirée. Et là, une grosse énergie. Une grosse énergie qui arrive. Envie de faire plein de choses. Et en même temps, une sorte de frénésie intérieure qui fait que c'est pas que l'envie de faire des choses, c'est aussi, je crois que mon corps, il ne supporte pas de se poser. Donc en fait, je dois faire des choses. Alors après, ça peut être faire des choses sur les écrans ou n'importe quoi, ou ça peut être regarder un film. Mais en tout cas, le fait de me retrouver juste seule avec moi-même, de m'imaginer me poser, posait justement des problèmes.
Et donc là, beaucoup de frénésie intérieure. Forcément, on occupe ça avec les écrans et tout, parce que t'es pas forcément dehors à 23h. Donc beaucoup d'écrans. Et puis bien sûr, pas de sas de décompression, rien du tout. Je coupe les écrans pour me mettre au lit. Et là, je me mets au lit, et là, je tourne, je vire, j'attends. Je rumine, je cogite. Ça commence à être long, je regarde 1 fois, 2 fois le téléphone, quelle heure il est. Je me sens pas C'était bien. quoi? Tu te rappelles un peu les pensées récurrentes qui te revenaient? Ah, c'était le travail, toutes les choses. En fait, moi, j'ai pendant longtemps été pas mal dans la colère, dans la Ok. frustration et la colère. En fait, l'injustice, c'est quelque chose c'est une valeur qui est très forte chez moi. Et du coup, dès qu'il y avait quelque chose qui, en tout cas, ne me semblait pas juste, ça générait beaucoup de Hmm. colère, de frustration pour moi, et c'est souvent ça que je ruminais. À... Ouais, il y a des choses qui me passaient à côté, mais ça c'est un des exemples. Et puis après, je finissais par tomber de fatigue, ou pas. J'ai vraiment des souvenirs de rester jusqu'à 4h, 5h du matin. Je sais que le réveil il sonne à 6h30. Et là, tu deviens fou, quoi, en fait. Parce que t'es crevé. T'as les yeux qui Hmm. brûlent, tu t'es plus capable de te lever, tu t'es dans un épuisement complet. Et tu ne dors pas. T'as ton corps qui est éveillé et tu regardes les heures défiler. Plus t'essayes de te dire « je dois m'apaiser ». Et pire c'est. T'as vraiment le truc, tu vois, le cerveau qui s'emballe. Tu veux t'apaiser? Attends, je vais te montrer ce que c'est que de s'apaiser. Vraiment dans la provocation la plus complète. Et puis, à un moment donné, tu te dis « ouais, de toute façon, il me reste 1h30 avant de dormir, laisse tomber, je vais être crevée ». Tu te stresses, tu te dis « je vais être crevée ». Mais bizarrement, c'est là où tu t'endors. Et quand le réveil sonne, au bout d'1 heure ou d'1h30, Hmm. ça pique. T'as la nausée, t'as la tête complètement dans le brouillard. Si toutefois je m'endormais bien, en gros, je me réveillais par exemple 2 ou 3 heures après, et là, je restais éveillée jusqu'à ce que le réveil sonne. Donc, pareil, la même envie de crier, d'hurler. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé mais X fois, tu vois, de me mettre à pleurer, d'avoir envie de taper, tu vois, t'es dans un autre état que toi-même, parce que tu Ouais. deviens fou sans sommeil, en fait. Quand Hmm. si c'est 1 fois, tu t'en fiches. Mais en fait, quand tu sais que quand tu vas te coucher, ce sera ça, et que c'est ça, et que toi, jour après jour, semaine après semaine, tu deviens complètement fou. Et puis, après, tu pars au travail, t'as la tête complètement dans le brouillard, j'avais les yeux décalqués, la nausée, et puis t'es bon à rien. Moi, j'étais bonne à rien, quoi. Je mémorisais pas, j'avais du mal à me concentrer. C'était un enfer. Et puis, l'après-midi, ça allait mieux. Là, je commençais à reprendre un petit peu de vitalité, tu vois, je sortais de ce trouble-là. Donc, mon corps, il était passé complètement en hypervigilance. Et là, ça me tenait jusqu'à 18h. Coup de barre, et là, après, on repartait. Hmm. Voilà un peu une journée type telle que je les ai Ok. tellement souvent vécues, mais telle que les vivent de nombreuses personnes. Là, vraiment, je dis pas, je suis pas du tout la personne unique qui a vécu ça et qui doit être plainte. Alors, pas du tout. Malheureusement, il y a des gens qui vivent cette galère-là depuis des années, et, euh, et qui sont C'est dans une une grande réalité, hein. souffrance. Parce Hmm. que c'est une souffrance mentale et physique et émotionnelle, en fait. Ouais. Ouais, finalement, c'est comme tu dis, au lit, t'as l'angoisse d'angoisser. Et en fait, c'est une boucle et c'est infernal. Je l'ai déjà vécu dans ma vie, mais c'est ponctuellement, tu vois. Des fois, ça m'arrive, je sais pas pourquoi. Je vais me taper 2, 3 nuits d'insomnie. Ou pareil, je vais faire des réveils nocturnes de plus d'1 heure et ça m'est déjà arrivé de m'énerver dans mon lit parce que j'arrivais pas à m'endormir et que nerveusement t'es fatigué, tu vois, mais ça veut pas s'éteindre, quoi. C'est horrible. Cette sensation de je suis fatigué mais je n'y arrive pas, j'ai déjà vécu, pas chroniquement, mais du coup j'arrive à ressentir un peu ce que t'as vécu, mais j'imagine pas tous les jours après parce que bah après c'est un cycle, donc forcément comme tu dis t'es pas productif la journée. Je pense que t'es pas d'humeur, donc tu peux pas créer des relations sociales de qualité parce que tu es irritable pour un rien. Et le fait que tu dis que t'as un coup de barre, enfin que t'as plein d'énergie après 18 heures et que t'as un coup de barre la matinée, ça me fait beaucoup penser au rythme circadien qui est complètement à la ramasse, où en fait tu vas avoir ce pic de cortisol en fin de soirée, enfin en début de soirée, cette envie de faire plein de choses. Et du coup, alors que normalement, il devrait y avoir place à la mélatonine pour le sommeil, mais du coup, j'ai l'impression que tout est inversé. Est-ce que tu penses que c'est en particulier, ça c'est une question aussi que je me pose, c'est que est-ce que la plupart des insomnies, ça va être environnemental, c'est-à-dire l'environnement, la lumière bleue, la malbouffe,
le stress au travail, enfin pas le stress au travail, mais c'est plus l'environnement, ou est-ce que tu penses qu'on a plus tendance à faire des insomnies dans notre environnement intérieur, c'est-à-dire la manière dont on perçoit les événements, les ruminations qu'on se fait, choisir entre l'extérieur et l'intérieur, tu penses que ce serait lequel qui va plus créer de l'insomnie? Ben écoute, les deux éléments sont vraiment liés. Pas liés, c'est-à-dire pas en termes de causalité, bien que, mais en tout cas sont entremêlés. Et moi, je rajouterais même un troisième pilier, c'est-à-dire que il y a nos habitudes. Effectivement, les habitudes, en tout cas, ce qui est visible. J'entends par là ce qui est visible. Après, il y a le discours interne. Et puis, il y a tout ce qui va être invisible, c'est-à-dire, en gros, les stresseurs métaboliques dont on n'a pas vraiment conscience. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple rapide pour illustrer ça, mais par exemple, on va se dire, ok, manger fast-food, c'est pas forcément bon pour moi, donc si je fais ça, ça peut nuire à mon sommeil, etc. Mais par contre, on peut, parce qu'on a tous un peu des casseroles dans sa vie, on peut arriver à un moment donné dans sa vie, à 30, 35, 40 ans, ou même plus jeune. Les brocolis ou l'œuf ou les amandes que tu as dans ton assiette, et ben en fait, elles peuvent créer des soucis, par exemple au niveau digestif, tu vois, des hypersensibilités alimentaires. Donc, on n'a pas conscience qu'on fait, c'est-à-dire que moi, je le mets pas comme dans les habitudes de sommeil ou les habitudes de vie qui pourraient être délétères, parce qu'en fait, sur le papier, c'est bon, c'est ok, tu vois, c'est super intéressant. Sauf que avec notre corps, ça va pas bien réagir, ça peut créer des hypersensibilités. Enfin, il peut y avoir des hypersensibilités qui vont se traduire par des troubles du sommeil, des réveils ou même plein d'autres soucis, hein, tu vois, des migraines, des problèmes de peau, etc. Et ces stresseurs métaboliques, ce qu'on a à l'intérieur de nous, tu vois, les dysbioses intestinales qui sont pas forcément, c'est pas le premier truc qu'on se dit, oh tiens, je fais une dysbiose. Tu vois, les choses un peu plus silencieuses. Champ électromagnétique, si on est énormément exposé, qu'on peut être affaibli, fragilisé à un moment donné, des règlements métaboliques, tu vois, la gestion de la glycémie qui peut être vraiment très très stressante pour le corps. En gros, moi, je mets tout ça dans plutôt l'aspect physiologique, les réglages physiologiques à faire. Et donc, je trouve qu'il y a 3 piliers. Il y a vraiment nos habitudes, ce qu'on peut conscientiser, ce qu'on peut faire dans notre quotidien. Tout la partie un petit peu plus invisible, physiologique. Et puis, la puissance du discours interne. Et je pense que dans 99% des cas, il faut travailler sur les 3 piliers, en fait. Pour les gens qui, en tout cas, moi, de ce que je constate, c'est-à-dire dans ma pratique, pour les gens qui souffrent vraiment d'insomnie chronique et qui ont vraiment des grosses casseroles dans leur vie, c'est vraiment intéressant de venir balayer les trois sujets. Pour d'autres personnes, pour qui ça va être un trouble du sommeil peut-être un peu plus passager, tu fais attention à tes règles de vie, à tes habitudes, à ton hygiène de sommeil, et puis les choses peuvent rentrer dans l'ordre. Pour d'autres, il va falloir aller un petit peu plus loin avec justement le discours interne, le regard que tu portes sur les choses, sur ton environnement. Et puis pour d'autres, il va falloir aller jusqu'au 3e pilier et aller venir voir ce qui n'est pas visible comme ça à l'œil nu. Mais par contre, oui, moi j'aime beaucoup le fait que tu mettes le doigt sur le discours interne, c'est quelque chose qui est essentiel. Que ce soit le regard qu'on porte sur son sommeil, ou le regard qu'on porte sur le monde, le regard qu'on porte sur nous. En fait, il y a 3 angles d'approche par rapport au discours interne qui sont pas négligeables et qui nécessitent vraiment d'être réfléchis et je pense pour la plupart d'entre nous d'être améliorés. Dans le sens où on a tendance, alors est-ce que c'est une éducation culturelle, est-ce que je saurais pas dire, peut-être que c'est comme ça chez l'humain, mais en tout cas, on a tendance déjà à avoir beaucoup d'œillères, à être très dur vis-à-vis de soi-même, à avoir des exigences vis-à-vis de soi-même, mais aussi des autres, qui sont parfois démesurées, qui sont pas forcément non plus en lien avec ce qui serait nécessaire, ou en tout cas ce qui nous serait utile. Enfin, on pourrait citer plein d'exemples, mais cette exigence trop importante nous met dans des besoins non comblés. Je parlais tout à l'heure d'une valeur qui est forte pour moi, la justice, et il y a plein de valeurs qui sont propres à chacune, pareil, qu'on a pu hériter de notre éducation ou de la société dans laquelle on vit. Il y a des valeurs qui vont vraiment plus nous parler. De ces valeurs vont découler des besoins. Et si ces besoins ne sont pas
comblés ou ne sont pas suffisamment comblés ou assez régulièrement comblés, eh bien ça va vraiment générer des émotions qui vont être d'une grande intensité et qu'on va pas gérer. Et donc effectivement, le fait de venir observer tout ça, en prendre conscience déjà, observer tout ça, ça permet de venir moduler. Ça permet de venir se poser, encore une fois, des bonnes questions pour essayer d'apporter des réponses qui vont nous aider. C'est pas vraiment pour utiliser les mots bon ou mal, mais c'est plus qu'est-ce qui va m'aider à vivre mieux, qu'est-ce qui va m'aider à être mieux. Et finalement, quand on vient, tu vois, détricoter un peu, dénouer toute cette pelote, qu'on porte un regard un peu différent sur tout ce qui se passe autour de nous, sur notre sommeil, si on parle de sommeil, déjà, il y a tout de suite quelque chose qui s'apaise. Ensuite, on peut faire de meilleurs choix dans notre vie. Et puis, il y a tout un système de croyances, des schémas neuronaux, en fait, qui vont changer. Et ça peut faire toute la différence. Et c'est vrai que pour l'avoir expérimenté, à la fois pour le sommeil, mais aussi dans d'autres sphères de ma vie, mais je vais citer le sommeil là, à partir du moment où j'ai compris que le sommeil, c'était une fonction innée. Tu vois, que j'avais pas besoin d'apprendre à dormir. Mon corps, il savait dormir. Et que j'avais juste besoin de pas entraver les mécanismes du sommeil, mais qu'à un moment donné, le soir au coucher, je devais lui laisser les clés, et que c'était lui qui faisait. En fait, ça a tout changé pour moi. Parce que je me disais, ok, c'est-à-dire que j'ai pas un objectif de résultat, c'est pas moi qui décide de dormir pile à 22h45. J'ai comme objectif un objectif de moyen, c'est-à-dire que je dois amener mon corps dans de bonnes dispositions pour que lui puisse dormir. Si j'ai fait mon job, il fera le sien. Ça veut pas dire que systématiquement, tu vois, j'avais bien fait mon job, mais en tout cas, quand je me couchais, je me disais, c'est plus moi. Peut-être que j'ai fait de la merde, peut-être que j'ai fait des choses super. En tout cas, là maintenant, c'est lui. S'il peut, il dormira. S'il peut pas, ce sera plus difficile et je réajusterai demain. Ce qui est bien, c'est qu'on peut s'entraîner à réajuster chaque jour. Et rien que ça, tu vois, ce paradigme de départ, mais ça change tout. Et là, c'est presque un épiphénomène. Je veux dire par là que c'est quelque chose qui est presque anecdotique. On peut vraiment dupliquer ça à presque tout dans sa vie et se dire « Ah, mais ok, mais ce soulagement !» À un moment donné, ce soulagement. Parce que souvent, on cherche à placer du contrôle là où on n'en a pas. Ouais, c'est vrai. Et on est dans une forme de fatalité ou de laisser faire là où on a du contrôle. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui doit te parler énormément parce que de la façon dont tu organises tes journées, les valeurs aussi qui te sont chères et les choses que tu partages, en tout cas, ça émane de toi que, effectivement, il y a vraiment des choses sur lesquelles on peut agir, qu'on ne devrait pas laisser de côté. Mais par contre, il y a certaines choses où on doit laisser. C'est pas nous, en fait. C'est pas nous qui appuyons sur le bouton off. Et ça change beaucoup de choses. Ouais, j'adore. Je pense, comme tu dis, c'est vraiment très libérateur de se dire, là, c'est plus à moi. Et peut-être que la difficulté, justement, c'est de faire le discernement entre qu'est-ce qui est en mon pouvoir et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et des fois, on n'arrive pas à mettre ça en lumière. Et là, tu vois, même moi, là, tu viens de me faire prendre conscience que je contrôle pas mon sommeil. C'est-à-dire, comme tu dis, si j'ai mis tous les paramètres en place, après, j'ai juste à m'abandonner à mon corps, qui est une machine, une technologie parfaite et qui sait, en fait, gérer lui-même. Parce que c'est pas moi qui va décider à combien de temps de sommeil profond je veux, combien de substances, d'hormones je vais libérer. Enfin, tout ça, en fait, on le contrôle pas. Et comme tu dis, on peut le répliquer avec, si je donne la bonne nourriture à mon corps, il va digérer. Et après, le reste, c'est pas moi qui décide. J'aime beaucoup cette approche. Et tu vois, comme tu dis, ce changement de paradigme là, ça fait un petit pop dans la tête. Mais je pense que tu vois, rien que de changer cette croyance là, ça peut faire une rupture de pattern chez la personne. Et peut-être qu'elle peut dire ah bon en fait ouais. Et puis du jour au lendemain plus d'insomnie. Enfin, des fois il suffit d'un changement de perception pour en fait que tout s'arrange en fait. Et vraiment je prends conscience du pouvoir de la perception. Et d'ailleurs on en parlait dans le stage il y a 2 semaines avec Pierre Etchart. Le pouvoir de la croyance et de la perception, ça peut créer notre bonheur ou ça peut créer notre malheur. Ça peut nous rendre en pleine santé, ça peut nous tuer. Et c'est pour ça que je mets autant l'accent sur le discours interne, sur l'importance d'être conscient c'est la métacognition, la conscience de soi-même, de ses pensées, de ce qui se passe en nous. Et à partir de là, une fois qu'on a mis en lumière comment on réagit, quelles sont nos pensées, comment on perçoit le sommeil aussi, quel rapport on a avec le sommeil,
Si à chaque fois avant d'aller se coucher, c'est l'angoisse totale parce que bah ça fait référence peut-être à la mort ou à l'obscurité, il y a tous les démons qui ressortent, bah c'est sûr qu'on n'est pas prêt d'arranger des choses. Bah oui, 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 bien sûr, complètement. Il y a quand même vraiment beaucoup de choses à... Il y a des choses à réfléchir sur soi, de pas mettre sous le tapis pour comprendre comment on fonctionne. Et Hmm. puis ensuite, effectivement, il y a des choses à aller chercher pour renouer. Bah là, par exemple, avec le sommeil, bien sûr que le sommeil, c'est un super allié. Donc l'idée, c'est de pouvoir renouer avec lui, de voir ça comme un ami, comme quelque chose de positif. Et rien que si on fait ce chemin-là et qu'on trouve que c'est quelque chose de positif, ce sera déjà plus facile d'aller vers le sommeil. Déjà, on va lui allouer plus de temps. Et en Ouais. plus, ce sera plus facile de... J'ai beaucoup aimé le mot que tu as utilisé tout à l'heure, de s'y abandonner. Hmm. C'est ça, d'une certaine façon. Ouais. Et, et d'ailleurs, ce mot-là d'abandon et ce fait, tu vois, tu parlais de la peur de la mort, etc. Ça me fait penser à quelque chose d'assez important. Pardon. Ça me fait penser au fait que le sommeil, il est intrinsèquement lié à une notion de sécurité. On a, tu vois bien à quoi ça ressemble, tu vois, le sommeil avec sa structure en cycle, avec les différentes phases, etc. Et tu sais, entre les différents cycles, on a des micro-réveils. Mhm. Micro-réveils qui vont durer quelques secondes, 1 minute, 2 minutes, on s'en rappelle pas. C'est tout à fait normal. Sauf quand, justement, ça bascule en vrai réveil, et là, on s'en rappelle. C'est un petit moment où on va être un peu plus en fragilité, finalement, on va être un peu plus à même de se réveiller s'il y a un bruit extérieur ou si, justement, on a un problème à l'intérieur. Mais bon, bref. Un petit peu comme si le corps, il avait besoin, en tout cas la conscience, elle avait besoin un petit peu, tu sais, comme le périscope d'un sous-marin, de remonter un peu à la surface et de regarder, ok, est-ce que je suis dans les mêmes conditions que quand je me suis endormie? Hmm. En gros, est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que je vais bien? C'est un héritage, bien sûr, complètement ancestral de notre vie d'il y a des dizaines et des centaines de milliers d'années, puisque ça fait quand même très peu de temps à l'échelle de l'humanité qu'on dort sous un toit, en tout cas là dans nos sociétés avec une sécurité physique quand même. On n'a pas Hmm. peur de venir se faire tuer pendant son sommeil, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc le sommeil, visiblement, c'est vraiment quelque chose de très important puisqu'on l'a gardé au travers des milliers d'années. Mais en tout cas, c'est quand même une période de forte vulnérabilité à l'échelle de l'histoire. Et donc alors je sais pas, la nature, le corps, Dieu, je ne sais pas qui, comment on peut mettre ça derrière, mais en tout cas, ça, il se fait que pour qu'on soit moins vulnérable dans cette période de vulnérabilité, il y avait cette possibilité de venir un petit peu checker ce qui se passe. Et pourquoi je dis tout ça? Parce que justement, si on se sent en insécurité, eh bien on va forcément se réveiller plus. Déjà, on va Ouais, ok. s'endormir moins bien, parce qu'on va produire plus de cortisol, plus d'hormones de l'éveil, de la vigilance, etc. Mais en plus de ça, on va forcément se réveiller plus, ça va être beaucoup plus difficile quand on aura épongé la pression de sommeil, tu vois, dans les premières heures de la nuit, dans les premiers cycles. Bah, vers 4 heures du matin, ça va être super compliqué de venir se rendormir, parce que on est un peu trop en éveil. Sauf que l'insécurité, elle n'a pas le même visage qu'il y a 50 000 ans en arrière. C'est pas un animal, c'est pas quelqu'un qui pourrait nous agresser, ça va plutôt être une insécurité émotionnelle, une insécurité financière, professionnelle, Hmm. toutes les insécurités sociales, les états d'être dans lesquels on est. Et donc, je pense que non seulement c'est important d'en prendre conscience, parce que, par exemple, dans sa stratégie, dans son rituel du coucher ou dans sa stratégie de sommeil, ça peut être intéressant de venir prouver à son corps qu'on est en sécurité, enfin se faire ce rituel de je ferme la porte, mon lit il est pas au milieu de la pièce, par exemple la tête dos à la porte, enfin tu vois des petites choses comme ça Hmm. qui juste placent le corps dans je vois ce qui se passe, je suis en sécurité, chez moi c'est fermé, etc. Bon, ça peut vraiment aider certaines personnes. Mais au-delà de ça, ça permet de venir voir sur quel point on peut se sentir en insécurité et ça reboucle complètement avec ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la puissance du discours interne. Est-ce que quand je me parle toute la journée du matin au soir, je me dis que ça va pas, que je suis en insécurité, qu'il y a des dangers qui m'attendent? C'est ça aussi. Et c'est ça, Hmm. du coup, la puissance aussi du discours Ouais. interne. Au-delà de ce qu'on a pu peut-être évoquer jusqu'à maintenant, à savoir, est-ce qu'il y a des choses que j'aime pas, ou est-ce que je juge, ou est-ce que je juge pas, il y a aussi cette partie vraiment de est-ce que je suis en sécurité? Et ben, parfois, on peut venir se mettre en sécurité. Et donc ça aide beaucoup vis-à-vis du sommeil, tu vois. J'imagine, ouais. Ça me fait penser, j'ai traîné ça pendant très longtemps. Ça m'arrivait souvent quand j'étais
je sais pas quel âge j'avais, peut-être à partir entre 6 et 10 ans, ça m'est venu. Je sais pas si t'as déjà connu ça. C'est que des fois, déjà on se couchait tôt pour aller à l'école le lendemain. Et en fait, à chaque fois que je me couchais tôt, en semaine, j'avais des angoisses que je n'avais pas le week-end quand je me couchais à 23h minuit. J'avais des angoisses parce que je sais pas, j'étais angoissé d'être au lit tôt, d'être dans le noir, d'être dans le silence. Et des fois, je me réveillais de mon lit comme ça, avec cette conscience qu'un jour j'allais mourir et que tout sera terminé à jamais, tu vois. Et en fait, Hmm. j'avais souvent cet éclat de pensée qui me venait à ce moment-là, pendant l'endormissement. Et ça m'a duré pendant très longtemps. Ça revenait régulièrement dans mon adolescence, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, là, ça me le fait plus depuis des années. Mais j'ai traîné vraiment ce truc de un jour je vais mourir et je serai plus là. Enfin, tout ça va se terminer, quoi. Et ça, je sais pas si t'as déjà connu ce truc-là, mais c'était vachement angoissant. Et ça m'arrivait vraiment quand je me couchais tôt. Et, euh, et ouais, du coup, ça me fait référence à face à la mort, quoi. Oui, c'est vrai. J'ai jamais connu ça de la façon dont tu le décris là, mais par contre, je pense voir. Et c'est vrai qu'en plus, même l'âge que tu évoques, c'est euh, c'est vraiment l'âge où finalement l'enfant il prend conscience, déjà alors il en a pris un petit peu conscience avant quand même que c'est fini, qu'il y a des gens qui peuvent mourir, etc. Ouais. Que du coup lui un jour il pourra mourir. Mais c'est sûr que vers l'âge de 6, 7 ans, 8 ans, c'est pas pour rien qu'on appelle ça l'âge de raison, c'est parce qu'il y a vraiment, même au niveau du développement cognitif de l'enfant, il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Et donc cette notion de finitude, cette notion aussi il y a quand même une nouvelle relation avec les autres, la place dans la famille qui est aussi bien, qui est bien cernée en fait par l'enfant. Et du coup, ça peut venir créer des craintes qui vont être plus exacerbées. Et si en plus, au moment où l'enfant se couche, c'est pas son exact bon moment pour lui, parce que justement, comme tu le disais, peut-être un petit peu trop tôt, mais en fait, Mm. il n'est pas dans la vague de somnolence. Donc son cerveau est en pensée, est en vigilance. Et donc là, vont pouvoir émerger des choses un peu plus prononcées que lorsque on est vraiment dans la vague de somnolence, et là, on se couche, on surfe dessus, pouf, il n'y a plus personne. Et c'est aussi en ça que euh, le sommeil, bien sûr que ça concerne tout le monde, mais ça concerne pas tout le monde que pour soi-même. C'est vrai que c'est aussi important en tant que parent ou en tant qu'ami ou en tant que conjoint, partenaire, etc. Parfois de pouvoir venir faire des petites choses pour aider l'autre, non pas à dormir, mais à se sentir bien pour dormir. Et c'est sûr Mm. qu'en tant que parent, il y a quand même un rôle qui est fondamental pour que l'enfant il puisse avoir une relation avec son sommeil qui soit la plus douce possible. Ce qui n'était pas forcément possible, tu vois, il y a 20 ans ou 30 ans en arrière, parce qu'il n'y avait pas tout ce savoir, en fait, qui était aussi accessible. Mais j'ai la sensation que nous, à notre époque maintenant, les adultes que nous sommes ont quand même une grosse responsabilité, que ce soit vis-à-vis des proches ou vis-à-vis des enfants ou vis-à-vis de personnes qui auraient moins accès à l'information. Donc ça peut être aussi les générations justement de nos parents ou de nos grands-parents, pour que le fait de savoir ça permette de faire des petits ajustements qui peuvent tout changer. Et Mm. effectivement, une demi-heure de coucher, ça peut tout changer, ou venir mettre des mots sur une angoisse pour un enfant, ou venir mettre des mots sur une angoisse pour son conjoint ou pour des choses. En fait, ça peut tout changer. Mm. Du coup, c'est comme ça toi, que on va dire, éduques tes enfants par rapport au sommeil. Tu les questionnes, est-ce que tu leur demandes, par exemple, si c'est bon moment pour eux de se coucher ou s'ils ont besoin d'aller se coucher plus tard? Ah, c'est une question qui est très intéressante. Il y a plusieurs choses en fait dans l'évolution du sommeil chez l'enfant. Jusqu'à 6-7 ans, de ce que j'ai appris, parce que je me suis formée aussi au sommeil de l'enfant, jusqu'à 6-7 ans, 7-8 ans, tu vois, ça va dépendre un petit peu des enfants. C'est un fonctionnement qui est encore un peu différent. À partir de 7-8 ans, oui, carrément, 6-7-8 ans, tu peux vraiment venir ajuster avec ton enfant en fonction de comment il se sent, parce que lui-même va avoir cette conscience. Mm. Là, tu vois, mon plus grand des garçons, il a 5 ans et demi, et il commence à me dire, maman, là, je me sens fatiguée. J'aime bien aller dormir. Là, je me sens fatiguée. Là, je me sens pas fatiguée. Il commence. Mais en deçà, t'as un tel... en fait, t'as une telle vitalité chez l'enfant et t'as une telle volonté de découvrir le monde et aussi un tel enjeu relationnel avec les parents, notamment avec les proches, avec ceux qui s'en occupent,
que l'enfant, il ne perçoit pas les signaux. Ok. En tout, il peut ne pas les percevoir. Bien sûr que tous les enfants sont différents. Il y a des enfants qui, beaucoup plus jeunes, vont dire « je suis fatigué ». Mais il y a quand même beaucoup d'enfants qui vont pas percevoir ces signaux-là. Et donc là, en fait, c'est plus le rôle de l'adulte de venir encadrer, de venir être assez rigoureux sur les horaires pour que l'enfant, il ait ces points de repère et qu'il puisse bien vivre sa journée. Tu vois, un enfant, plus tu le couches tôt, plus il va dormir tard. Quand il est petit, plus il fait de siestes en journée, des siestes au bon moment, etc. Je rentre pas dans les détails, mais en gros, plus il va pouvoir se coucher tôt le soir, plus il va faire des nuits complètes. Donc, si tu laisses l'enfant décider par lui-même, il ira jamais se coucher, il sera toujours en dette de sommeil, il va tenir sur les nerfs, il va être de moins en moins dans cette capacité de venir redescendre. Tu vois, il va être coincé lui aussi en hypervigilance. Et du coup, ça va être dur pour lui. Donc, je pense qu'il y a vraiment plusieurs années où le rôle de l'encadrant du parent, ça va vraiment devenir poser ce cadre, d'être assez rigoureux, et c'est pas rigolo tous les jours. Mais par contre, après, à un moment donné, quand l'enfant il grandit, qu'il est... Justement, tu vois, si tu l'as habitué dans cette perception de ton corps, tu vois, si par exemple tu lui dis... bah tu vois, là regarde, tu bailles, ça veut dire que ton corps il commence à être fatigué. Là tu vois, t'es plus ronchon, t'es plus irritable, tu pleures plus, tu te frottes les yeux. Là tu vois, ça veut dire que t'es fatigué, allez, regarde, on prend doudou, puis là tu vois, tout de suite il prend doudou. Et donc là tu l'apprends à repérer ces signaux, et effectivement, bah, petit à petit, 5 ans et demi, 6 ans, 7 ans, il va complètement avoir adopté ça, et après tu pourras lui dire, ok, qu'est-ce qui se passe pour toi? Et là les rôles s'inversent, et c'est lui qui va te dire, voilà, bon bien sûr, dans une... faut toujours prendre ça avec beaucoup de distance, dans le sens où, en tant que parent, on est quand même censé voir ce qui se passe chez notre enfant et l'accompagner le plus loin possible, mais parfois à 10 ans, 12 ans, 14 ans par rapport à ce qui se passe pour lui. Mais en tout cas, ça émerge. Ok. Tu vois, j'aurais pensé que c'était l'inverse, que l'enfant, bah justement, vu qu'il n'est pas encore conditionné, qu'il a peut-être pas encore le mental trop actif, il aurait été beaucoup plus au contact de ses ressentis, qui se serait endormi naturellement, et que du coup, quand il grandirait, avec le renforcement du mental, des programmations, et puis après avec, bah, tu sais, quand on va à l'école, quand on commence à être au lycée, tout ça, bah, on commence justement à plus écouter ce ressenti parce que bah, il y a les écrans, il y a les amis, etc. Tu vois, j'aurais pensé que c'était l'inverse. Eh ben, merci de partager ça, parce que c'est une nuance qui est très importante, mais effectivement, je l'ai pas dit parce que bah, peut-être un petit peu de façon conditionnée dans ma tête. En fait, si tu laisses ton enfant, bah tu vois, c'était un peuple qui vit dans la nature, et que tu laisses ton enfant se gérer dans la nature, il va faire ça. C'est-à-dire que de lui-même, il va aller se coucher. À 11 heures, ton enfant, il dort, il fait sa sieste à midi, tu vois. Mais en fait, dans nos sociétés aujourd'hui, bah c'est pas ça. Et c'est là toute la nuance. Et c'est parfois aussi, alors là, bon, c'est un sujet, je veux pas du tout développer ça, parce que je sais pas si ça intéresse beaucoup les personnes là qui vont nous écouter, mais il y a vraiment un gros clivage entre les personnes qui vont dire, tu vois, dans tout ce qui est parentalité, accompagnement au sommeil, etc., qui vont dire, mais en fait, l'enfant, il sait, il faut le laisser. Et puis d'autres personnes qui vont dire, ben en fait, il faut mettre un cadre, etc. Bah en fait, moi, je suis des deux écoles complètement. C'est-à-dire que je pense que naturellement, l'enfant, il sait, et il sait plein de choses. Mais le souci, c'est qu'on n'est pas dans un environnement où il peut exprimer ça. Et qu'on est dans un environnement et dans une société où il y a des stimulations permanentes. T'imagines tous les éclairages de partout, les écrans, le téléphone, la tablette de papa-maman, tout, et puis partout tu sors dans la rue, tous les trucs qui bipent, qui font des trucs, les supermarchés, t'imagines pour un enfant de 2 ans, c'est même plus petit, hein. Une sursollicitation permanente qui vient vachement stimuler le système adaptatif, tu vois, donc tu vois, production de cortisol quand même vachement plus prononcée. Et donc à un moment donné où l'enfant il pourrait se laisser aller pour aller vers le sommeil, ben en fait, ce sont des moments où dans notre société, c'est pas propice. C'est-à-dire que tu vois, à 11 heures, l'enfant, c'est pas le moment où tu lui proposes la sieste. Donc en fait, lui, son système va s'adapter à ça. Il va rentrer en vigilance. Tu vois, tu le réveilles super tôt le matin. L'enfant, quand il doit aller à la crèche, un enfant, si tu le réveilles à 6h30, il se couche pas avant 13h30, 14h parfois. Tu te rends compte par rapport à son horaire biologique qui serait plutôt de 11h. Donc en fait, ça dérègle tout. Et puis en plus, on l'oblige, entre guillemets, à manger aux mêmes horaires, parce qu'après on va le déposer, parce que nous on va au travail, parce qu'après on le récupère, parce que c'est l'heure du goûter. Pareil pour le soir. Et puis, les parents sont dans un speed permanent. Leur environnement, les encadrants à la crèche, etc. Donc en fait, il
il y a vraiment 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire qu'il faut vraiment pas oublier la société dans laquelle on vit. Et l'idée, c'est pas on peut pas vivre en dehors de notre époque ou en dehors de notre temps. Donc, comment on fait avec les paramètres dont on dispose aujourd'hui, la réalité des choses, des familles d'aujourd'hui, comment on fait pour que ça se passe le mieux possible pour l'enfant? Du coup, on vient lui mettre un cadre qui va lui permettre d'avoir une quantité de sommeil suffisante, de prendre confiance en son sommeil, d'avoir un endormissement autonome, etc. Bon, il y a énormément de choses à dire sur le sujet, mais voilà un petit peu l'idée, quoi. Ouais, c'est très intéressant. Et ça me fait penser d'ailleurs au sujet du chronotype. Et j'aimerais te demander, et je pense que c'est le même contexte finalement, est-ce que ça existe vraiment les chronotypes? Parce que tu as des personnes qui vont dire, moi je suis un oiseau de nuit, je suis un couche-tard. T'en as qui vont dire, moi je suis un lève-tôt, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que j'avais lu une étude justement où on prenait ces soi-disant couche-tard, ces personnes qui sont habituées à se coucher à minuit, 23h, minuit, 1h du matin. On les place dans un environnement naturel, donc de type camping, vraiment un camping sauvage. Donc pas de stimulation comme ils peuvent avoir avec les écrans, etc. Et en fait, il s'avère que ces chronotypes, donc ces couche-tard, au bout de 3-4 jours, naturellement, ils se mettaient à se coucher à 22h, ils étaient au lit, quoi, tu vois. Donc est-ce que on a créé ces chronotypes dans la société moderne avec, comme tu as dit, toute cette stimulation, voilà, tout ce qui scintille pour le système nerveux, ou est-ce que si l'être humain dans son milieu naturel, est-ce qu'il y aurait ces chronotypes ou est-ce qu'on serait tous des couche-tôt, donc finalement on serait tous beaucoup plus connectés avec les cycles du jour et de la nuit de la Terre? Je vais te répondre en 2 temps. Tu as lu le livre Quand du docteur Bruce? Je connais pas, non. Non. Bon, il est américain, il a fait beaucoup d'études autour de ça et justement, c'est lui qui a développé un petit peu, en tout cas, qui a démocratisé sur les dernières années, peut-être les 2 dernières décennies, cette notion de chronotype, en les associant toujours à des noms d'animaux et puis en mettant un petit peu en exergue ça, mais ça va plus loin aussi, ça va au-delà de l'heure du coucher ou de l'heure du lever. Ça comprend aussi à quel moment on va être plus à même de faire certaines choses dans la journée. Donc, à quel moment tu vas être l'esprit plus disposé pour faire telle ou telle chose, et du coup, lui met ça en parallèle avec le fait que si t'es plutôt, par exemple, du matin, ça va être beaucoup plus facile pour toi de pouvoir travailler de façon très efficace le matin. Par contre, le soir à 18h, pas te demander de t'occuper d'un rapport ou de faire un truc où il faut beaucoup de concentration parce que t'es KO. Par contre, à l'inverse, les personnes qui sont plutôt dites couche-tard, ça va être plus difficile pour elles d'émerger, tu vois, même si elles sont dormies leur quota d'heures, ça va être un petit peu plus difficile pour elles de venir être vraiment sharp le matin, de venir faire des trucs super importants. Et puis par contre, à partir de 14-15 heures, là, elles rentrent dans leur flow et jusque beaucoup plus tard le soir, tu vois, jusqu'à par exemple 20 heures, ça va se passer très très bien. Donc lui, il met pas mal de choses en avant pour étayer tout ça, et moi, de ce que je constate dans mon quotidien, que ce soit par rapport à mon expérience personnelle, par rapport à mon conjoint, par rapport aussi aux personnes soit de mon entourage, soit que je peux accompagner, il y a quand même des choses qui se dessinent. Il y a quand même des choses qui se dessinent dans le sens où il y a vraiment des personnes qui vont dire, mais moi, je suis une bonne à rien le matin. Ou alors, je suis bon à rien le soir. Vraiment, à partir de 16h, faut rien me demander. Par contre, à 5h du mat, tu vois, tu parlais de David tout à l'heure de Limitless. Lui, il organise sa journée autour de ça, il va se réveiller tôt, il peut se programmer des choses intellectuelles le matin, mais physiques aussi. Enfin voilà, il est vraiment il surfe sur un truc qui est puissant. Tu vois, moi par exemple, même avec un temps de sommeil qui me convient complètement, tu vois, je dormais 8 heures, je suis bien, machin et tout, franchement, avant, je sais pas, je dirais 11h du mat, je suis pas vraiment là en fait. Je vais faire des trucs, hein, mais je suis pas vraiment là. Alors que par contre, je peux, si j'ai un gros coup de boulot, un truc à finir, machin, je peux bosser jusqu'à 23h, voire minuit le soir. Tu vois, en étant, je suis bien. Je peux le faire, mais c'est pas, je le fais pas à l'agonie, tu vois, je vais vraiment être bien. Alors que d'autres personnes vraiment ne pourraient pas. Donc, est-ce qu'il y a une vérité là-dessous? Je sais pas. Là, je te parle vraiment, c'est que de l'empirique, tu vois, de ce que j'ai pu lire et de l'empirique. Maintenant, ce que je constate aussi, c'est que
Au-delà de ça, je sais que si je passe la journée complète dehors, tu vois, je te parle de mon cas à moi parce que forcément c'est ce que je connais le mieux, mais si je passe la journée complète dehors, dans la nature, à faire plein de choses, effectivement, je vais m'endormir beaucoup plus tôt le soir. Là où normalement, tu vois, je m'endors 23h, 23h15, c'est mon heure, c'est vraiment, j'ai ma vague de somnolence qui arrive, je me couche, je dors, jusqu'à 7h le lendemain matin, c'est parfait, tu vois. Oui, si je passe la journée complète dehors, que je suis pas devant les écrans le soir, que j'ai passé un bon moment, tout ça, oui, à 22h, je dors. Mais pour autant, ça veut pas dire que le lendemain matin, je vais être forcément plus fraîche pour faire plein de trucs. Et ça veut pas dire que le lendemain soir, je vais être bonne à rien, je vais être comme d'habitude, en fait. Il faudrait pousser l'expérience pour voir si, tu vois, je passe un mois complet dans la nature, voir ce qui se passe. Sinon, je saurais pas dire. Mais j'ai quand même la sensation qu'on peut être soumis à des rythmes un petit peu différents dans notre être et que ça peut se prolonger jusqu'au sommeil. Maintenant, évidemment que notre environnement d'aujourd'hui n'est pas l'environnement naturel et qu'il y a des répercussions sur l'heure à laquelle on s'endort. Mais tu vois, sur on va dire un quotidien égal, certaines personnes vont vraiment tomber de sommeil à 21h30 et d'autres vont tomber de sommeil à 23h. Donc, instinctivement, je dirais ouais, j'ai tendance à penser qu'il y a peut-être une réalité là-dessous, ouais. Ok. Ouais, c'est intéressant parce que je me souviens quand j'étais enfant, aussi longtemps que je me rappelle, j'étais un couche-tard. La société de toute façon pousse à être des couche-tards. Et en fait, là où je faisais mes plus beaux dessins, où vraiment j'étais dans le flow dans le dessin, c'était la nuit. Tu vois, j'avais juste ma petite lampe de chevet qui m'éclairait à 2h du mat. Tu vois, j'étais en train de faire mes plus beaux dessins. Et aujourd'hui, depuis presque 10 ans, avec cette découverte du développement personnel, de la santé, de la physiologie, etc. Et ben en fait, j'ai restructuré ma vie parce que tu sais quand tu t'ouvres tes premiers bouquins de développement personnel, on te dit, tu vois, typiquement le Miracle Morning, il faut se lever à 5h du matin, il faut faire sa routine matinale, il faut être productif le matin parce que si t'as pas été productif, t'as raté ta journée. Enfin, ce genre de trucs qu'on peut te vendre dans le monde du développement personnel. Et moi, je me suis reconstruit avec ça vers mes 20 ans. Je me suis reconstruit avec ça et du coup, depuis ce temps-là, moi, j'adore me lever tôt en fait. J'aime vraiment me lever tôt. Le matin, je me sens frais, je me sens aiguisé comme tu dis, et c'est là où je suis le plus productif. Et après, en fin de journée, il faut plus rien me demander. Mais j'ai l'impression que je me conditionne en fait à me fatiguer la journée parce que je sais que il faut que je sois calme le soir, il faut que je puisse aller tranquillement dans le sommeil. Donc je vais tout faire pour pas m'énergiser, pour pas faire des choses intellectuelles. Je vais tamiser les lumières, je vais commencer à éviter tout ce qui va être stressant, etc. Et donc du coup j'ai l'impression que c'est un conditionnement, tu vois. Mais j'ai l'impression que, tu vois, quand j'ai été voir mes amis là pour le Nouvel An et puis le mois dernier, j'ai l'impression que je peux vite me coucher tard sans forcément être fatigué. Tu vois, dès que j'ai de la stimulation, je peux tenir jusqu'à 23h, minuit. J'ai pas ce truc-là, tu vois. Donc j'ai l'impression que je me suis reconstruit. Enfin, je suis passé peut-être naturellement d'un couche-tard à lève-tôt, mais que j'ai gardé une petite couche de, tu vois, que si je lâche mes efforts ou mes habitudes, je pense que je peux peut-être revenir dans ce couche-tard. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, peut-être. Bah ouais, c'est vraiment intéressant, effectivement. Je me souviens que justement dans son livre là, le docteur Bruce, mais après il y en a d'autres qui ont été écrits en anglais, mais c'est vrai que s'ils sont pas traduits en français, je prends moins de plaisir à les lire parce que souvent c'est quand même un petit peu technique et puis il y a tellement de bouquins à lire que je lis malheureusement peu en anglais, donc il y en a plein pour ceux que ça intéresseront. Mais il expliquait que ça fait sens le fait qu'on puisse ne pas avoir tous le même rythme par rapport justement à cette notion de sécurité en termes de tribus, de clans, qu'il y en ait qui vont être dans la possibilité de veiller un petit peu plus tard pendant que d'autres dorment et que le matin, il y en a qui vont dormir un peu plus pendant que d'autres sont éveillés pour veiller et que finalement il y a un peu de rotation qui fait comme ça et peut-être que du coup de façon un peu génétique, donc quelque chose que vraiment on aurait hérité et qui se transmettrait encore maintenant, et ben il pourrait y avoir des nuances entre les individus. Donc finalement ça rejoint peut-être à ce que tu dis, à savoir que on peut peut-être se reconditionner en fonction de ce qu'on se dit, de ce qu'on souhaite aussi. Ouais.
des habitudes qu'on a, bien évidemment. Hein. C'est sûr que voilà, si tu prends une douche froide le matin, ça va quand même te mettre un petit peu plus dans le bain que si tu restes cotonneux comme ça. Mais est-ce que vraiment, il n'y a pas un truc quand même au niveau génétique? Je sais pas. Ouais, là vraiment, pour moi, je ne saurais pas vraiment trancher par rapport à ça. J'aime bien me dire qu'on n'est quand même pas tous exactement pareils et qu'il peut y avoir une logique derrière ça. Mais je trouve que c'est intéressant aussi ton approche et de dire qu'on peut se reparamétrer, entre guillemets, pour utiliser un mot qui est pas très joli, pour le corps humain. Moi, j'ai pas réussi à faire ça. Même quand je fais du sport le matin ou si je fais des trucs, je constate que je suis un peu dans le même truc. Alors bon, en même temps, faudrait peut-être le faire comme tu le dis, pendant longtemps, et puis peut-être que ça pourrait vraiment être possible. T'as sûrement raison là-dessus. Ouais, franchement, c'est intéressant, ça à explorer. Faudrait que je demande un peu plus à d'autres personnes si elles ont réussi à switcher comme ça, mais c'est intéressant. Est-ce que tu peux me redonner le nom du docteur et le livre? Oui, bah c'est le livre, il s'appelle, du coup en anglais, il s'appelle When. Donc en français, quand, il a été traduit en français, et c'est le docteur Bruce, je sais pas si ça se prononce comme ça, tu me diras, c'est B-R-E-U-S. B-R-E-U-S, ok. Bruce, docteur Michael Bruce. Quand? Intéressant, ça m'intéresse. C'est dommage, j'ai passé une commande de livres sur Amazon tout à l'heure. J'aurais pu l'envoyer dans la commande. Faut mettre dans la longue liste des livres à lire. Si tu savais les livres que... j'en ai une tonne, je crois que... Bon, ça va qu'on a toute la vie, mais du coup, ouais, pour les livres en anglais, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de... c'est intéressant d'apprendre à savoir lire en anglais, ce qui est beaucoup... Bah, malheureusement, malheureusement pour les Français, il y a beaucoup plus de choses intéressantes dans les ouvrages américains et ils sont plus avancés que nous. Donc, moi, je me galvanise et même les podcasts, tout ça en anglais, j'en regarde beaucoup. Et en ce moment, je m'intéresse vraiment à l'impact de la lumière naturelle et la lumière artificielle. Et je suis en train de prendre des notes sur des podcasts en anglais et je m'arrache les cheveux, je vais chercher les traductions et tout, mais c'est le taf. Oui, c'est vraiment non, passionnant. Ouais. Franchement, moi je suis très admirative. Hein. Je trouve que c'est vraiment, vraiment super pertinent, intéressant d'aller voir justement ce qui se passe dans d'autres langues. Après, là, on parle outre-Atlantique, mais je pense qu'il y a plein de choses à aller lire aussi dans même d'autres cultures, d'autres études. Il y a beaucoup de choses qui se font aussi en Asie. Mais ouais, j'ai pas cette... je sais pas si c'est une capacité ou en tout cas, je me suis pas donné les moyens. Pourtant, tu vois, j'ai vécu à l'étranger, je parlais anglais... mais tu vois, l'anglais conversationnel, quoi, l'anglais de tous les jours. Mais j'ai pas transposé ça à mes lectures. J'ai assez du mal à lire un livre. Ça m'endort, en fait. Alors, j'écoute beaucoup. J'adore les audiolivres, les audiobooks, les livres audio. Je m'en mêle les pinceaux. Et forcément, si j'en mets un en anglais, ben, en fait, je m'endors. Parce que tu vois, mon cerveau, vu que c'est un effort de concentration. Et dès que tu perds le fil, en fait, ça te fait une berceuse. En tout cas, moi, c'est ce que ça me fait. Donc, je m'endors. Du coup, j'ai essayé, tu vois, par exemple, le circadian code. Allez, j'écoute en anglais. Il y a pas de raison, je vais comprendre, tu vois. Paf, je m'endors. Donc, tu sais, quand au bout de 3 mois, t'as écouté 14 minutes du livre, tu te dis, ok, on va faire autrement. Et du coup, j'exploite pas ça. Après, bien sûr que je me nourrit beaucoup de personnes qui exploitent ça. Hein. Bien sûr, notre ami commun Pierre Dufresne, entre autres, mais après, t'as aussi bien sûr les podcasts d'Andrew Huberman, que pour le coup, je fais quand même l'effort d'aller consulter de temps en temps. Mais c'est quelque chose qui est un petit peu moins facile pour moi, en tout cas dans mon quotidien aujourd'hui, où j'ai malheureusement pas le temps que je voudrais à accorder à de la lecture. Et donc, c'est pour ça que je vais plus facilement vers des livres audio aussi. Ouais, et c'est vrai que je trouve plein de trucs, hein, tu vois, là je me suis régalée avec les gens Stone, avec les... Enfin voilà, des trucs extraordinaires, mais du coup en audio. Trop bien. Et du coup, je voulais rebondir sur... toujours un peu dans le chronotype, mais tu vois, des fois, il y a des personnes qui vont dire qu'on peut dormir 2-3 heures, faire des petites... comment dire, avoir un espèce de sommeil un peu polyphasique. Si on suit, en fait, on écoute vraiment ces cycles du sommeil. C'est vrai que dans les traditions, on voit que tu as des maîtres en arts martiaux qui sont capables de dormir que 2-3 heures, manger un bol de riz par jour et carburer toute la journée. Tu as des yogis, par exemple, comme Sadhguru, qui dit que lui dort 2-3 heures par nuit et ça lui suffit. Est-ce que tu penses que sur le long terme, est-ce qu'il va y avoir des effets délétères? Est-ce que tu penses que ça dépend
Voilà, un yogi, il a pas le même style de vie qu'un Parisien qui est stressé au boulot. Est-ce que tu penses qu'on a tous cette capacité à dormir 2-3 heures par nuit? Ou est-ce que c'est vraiment peut-être génétique ou vraiment ça dépend des personnes? Hmm. Ouais, question pas facile. Euh, je pense que comme le chronotype, si toutefois il devait y avoir une petite composante héréditaire dans le sommeil, moi j'y mets la notion de chronotype qu'on vient d'évoquer, et puis la notion de durée du sommeil. Effectivement, et je le constate, même souvent à ma grande surprise, il y a vraiment des personnes qui vont tout le temps, toute leur vie, dormir vraiment beaucoup, ou d'autres vraiment pas beaucoup, et qui semblent s'en sortir très bien comme ça. Alors, est-ce que ça leur convient de façon intrinsèque ou est-ce que finalement c'est un petit peu parce qu'elles ont pris l'habitude et puis parce qu'elles pourraient prendre un cycle de plus et faire 7h30 mais en fait elles font 6 heures toute leur vie parce que je sais pas, le réveil sonne à 6 heures, je ne sais pas. Bah, comme on n'est pas à l'intérieur du corps de chaque personne, déjà à l'intérieur d'une autre c'est pas facile, bon, c'est pas si évident de savoir. Par contre, effectivement, en revanche, on sait que plus on va avoir de stimulation, comme tu disais, entre le Parisien qui part à 6 heures de chez lui, et puis bah voilà d'autres personnes qui vont être dans un état d'être, dans un état relationnel, leur alimentation aussi. Et bien sûr, ça va compter. Quelles sont les responsabilités, les stress qu'on peut avoir en journée. Enfin, non, je devrais pas dire responsabilité et stress parce que c'est pas forcément lié, mais en tout cas, ce qu'on peut subir dans notre journée. Oui, ça va changer. Alors tu sais, c'est comme, ça me fait penser, je fais une toute petite digression, mais on dit aux gens, il faut faire du sport parce que comme ça, vous aurez plus de sommeil profond. Mais en fait, moi, ça m'a toujours fait sourire, tu vois, ça m'a toujours interpellé ce truc. C'est-à-dire que d'avoir une activité physique normale, tu vois, quotidienne, pas dans une intensité extrême, c'est vachement bon pour le corps, tout court. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bon pour le terrain, c'est bon pour le ventre, c'est bon pour le cerveau, c'est bon pour absolument tout. Du coup, par ricochet, ok, tu dors bien, surtout que tu as été en extérieur et tout, c'est bien. Mais par contre, de vouloir pousser ça en disant, si tu fais vraiment une grosse activité sportive, c'est bien parce que tu auras plus, parce que ça va te permettre d'avoir plus de sommeil profond. Moi, je dis, mais non, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, tu as plus de sommeil profond parce que vu que tu as fait une grosse activité sportive, tu as besoin de plus régénérer, tu as besoin de faire plus de job au niveau de tes muscles, de tes tendons, etc. Donc, bah, voilà, par effet boule de neige, le corps, il va prendre plus de temps, mais c'est qu'un effet de conséquence. Tu vois, je veux dire par là, ça n'apporte pas quelque chose qui sort de nulle part et qui n'a pas lieu d'être. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et Ouais. du coup, pour moi, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que, bah oui, plus on a de stimulation, plus on a de ce que j'appelle, moi, la pression de notre environnement. Et pression, c'est pas forcément négatif, hein, tu vois, mais plus il y a de stimuli et plus il y a de stresseurs autour de nous, qui soient enthousiasmants, difficiles, etc., bah oui, par ricochet, plus notre corps il va avoir de choses à gérer, que ce soit d'un point de vue physique ou d'un point de vue ou d'ailleurs d'un point de vue émotionnel, et donc on se retrouve avec possiblement un besoin de sommeil qui est plus important. Et donc peut-être que effectivement dans certaines traditions, dans certaines cultures, et en fonction de ce que les personnes vivent dans leur journée, de ce qu'elles pensent et de ce qu'elles mangent, etc. Oui, ça peut-être changer les choses. Et puis j'ai été moi particulièrement stupéfaite de des personnes qui disent ne pas manger et pour Aussi, qui ouais. on a prouvé qu'elles ne mangent pas, qu'elles vivent. Je sais plus comment ça s'appelle, les aériens, ou je me tromperais de nous et je voudrais pas On être dit pranique, enfin ceux qui ouais. se nourrissent du prana, tu D'accord. sais, les Indiens. Ouais. D'accord, ok. Je suis pas spécialisée et je voudrais pas être insultante du tout, pas du tout. Au contraire, je trouve ça fascinant. Mais on se dit, mais comment c'est possible? C'est-à-dire, à un moment donné, ton corps, il se nourrit de quoi? Bon, après, c'est sûr que, tu vois, si tu vas creuser un peu au niveau quantique, au niveau de plein de choses, sans du tout basculer dans le New Age, mais il y a des choses où tu te dis, ah, bah peut-être qu'il peut y avoir des explications, mais il y a quand même énormément de choses qui nous échappent. Et pour le sommeil, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Énormément de choses. Donc c'est vrai que j'ai pas du tout un avis tranché là-dessus. Il y a beaucoup de choses que je constate, beaucoup de choses qui m'étonnent. Par contre, tu vois, quand tu parlais de sommeil, t'as parlé de sommeil biphasique, il y a peut-être un truc qu'on peut évoquer là ensemble, c'est justement, il y a un livre qui s'appelle, mince, j'ai mangé le nom. Si je le retrouve, je te le renverrai. Où Ouais, je veux bien justement, les refs, c'est ouais. pas un spécialiste du sommeil pour le coup, et c'est en ça que c'est un petit peu différent. C'est un historien qui a fait des recherches et en fait, pendant ses recherches, il est tombé dans plusieurs ouvrages
Et il remonte jusqu'à, tu vois, l'Iliade, l'Odyssée, je crois, enfin, il y a quelques milliers d'années en arrière, où ça parle de premier et de deuxième sommeil. Et du coup, je crois que ça s'appelle la transformation. Oh mince, ça me reviendra pas. Et du coup, il évoque qu'on n'est peut-être pas fait pour dormir, ce qu'on appelle, tu sais, le sommeil consolidé, pour dormir 8 heures d'affilée. Et peut-être qu'on est fait pour dormir 4 heures, une pause, puis après 4 heures, ou 3 heures, tu vois. Et il semblerait que, tu vois, au Moyen-Âge, ou il y a quelques centaines d'années, eh bien, on trouvait dans les textes le premier sommeil. Après, les gens, ils vivaient un truc la nuit, ils s'occupaient des bêtes, ils s'occupaient, tu vois, de remettre du feu, voilà. Et ensuite, ils se recouchaient et ils avaient le deuxième sommeil. Et tu vois, la première lecture, moi, je me suis dit, putain, c'est fascinant, en fait. Sauf que, dans ce que j'en sais, en tout cas, bah, tu vois, par exemple, les peuples dits primitifs, en tout cas, les peuples qui vivent vraiment en harmonie avec la nature et qui existent encore aujourd'hui, bah, on retrouve pas ça systématiquement. On retrouve pas, même dans ce que j'avais regardé, on retrouve pas ça du tout. Du coup, je m'étais dit, bah, c'est quand même bizarre parce que si c'est quelque chose, tu vois, un héritage un petit peu archaïque qui dépend en plus beaucoup de notre environnement, la lumière, etc., pourquoi on retrouve pas ça tout le temps? Et du coup, tu vois, en poussant un petit peu plus loin le raisonnement, je me suis dit, mais en fait, on n'a pas de traces avant, bah justement, avant l'écriture, on n'a pas de traces de ce qui se faisait. Donc si ça se trouve, on est simplement, parce que c'est vrai que malgré tout, tu vois, notre période là, néolithique ou post-néolithique, enfin je suis pas très douée là-dedans, mais en tout cas, on est dans la période qu'on vit là actuellement, c'est quand même peanuts à l'échelle de l'humanité. Ouais. La sédentarisation, il y a 10 000 ans en arrière, c'est quand même vraiment pas grand-chose par rapport aux dizaines et centaines de milliers d'années qu'on a vécu avant. Et donc moi, je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, on est en train, tu vois, de faire une photographie à un moment donné, certes, à notre échelle d'une génération, c'est énorme, quelques centaines d'années, mais à l'échelle de l'humanité, ça se trouve, c'est que dalle. Et puis, bah, dans cette période de sédentarisation, on sait quand même que c'est là où on a commencé à avoir des gros problèmes, tu vois, de dents, de perte ses dents, etc., parce que, bah, une consommation de céréales excessive, qui n'est pas bénéfique pour le corps humain, et du coup une acidification du terrain, et par conséquent aussi des hypersensibilités alimentaires, des intolérances, des problèmes divers et variés au niveau intestinal. Et puis c'était pas dans ces périodes-là où il y avait la plus grande abondance de tout. Et donc je me suis dit, en fait, on est juste en train de faire un état des lieux d'une société qui était peut-être un peu en dégénérescence de sommeil, qui se réveillait parce que problème peut-être métabolique au milieu de la nuit, et qui avait besoin justement que la pression de sommeil vienne se réaccumuler, qui dormait en deuxième partie de nuit. Mais si on faisait une étude, tu vois, on se transporte dans le temps, et on va voir ça il y a 15 000 ans en arrière, on voit que les gens, ils font un sommeil consolidé. Et donc c'est quelque chose qu'on ne saura jamais, mais en tout cas, moi j'aimerais bien, tu vois, un jour pouvoir discuter de ça avec voilà, une personne qui peut-être a fait des recherches sur le sujet comme cet auteur-là, pour essayer de pousser le truc un petit peu plus loin et sortir de c'est parce que ça se passait il y a quelques centaines d'années, c'est la vérité. Mais non, mais en fait, à l'échelle de l'humanité, c'est rien il y a 300 ans, tu vois, qu'est-ce que c'était il y a 30 000 ans? Bon, voilà, bref, je te partage un truc, mais comme on parlait de sommeil polyphasique, il y a peut-être des gens, tu vois, qui ont lu ce livre et qui se sont dit, ah, mais finalement, on est fait pour dormir en 2 temps. Bah, peut-être, mais en fait, peut-être pas. On saura pas. Et tu as fait un peu aussi des recherches sur la sieste, parce que c'est aussi un peu en quelque sorte un sommeil en 2 temps, même si c'est très court. Ouais. Moi, je sais que je suis un partisan de la sieste, j'aime bien. Je sais que j'ai besoin de faire une petite sieste de 20 minutes, tu vois, une power nap, avec une petite musique douce et juste de somnoler un petit peu, ça me recharge les batteries. Est-ce que toi, tu pratiques la sieste? Alors, je la pratique pas de façon régulière. Mais par contre, je vis avec quelqu'un qui la pratique de façon régulière. Donc, je vois ce que c'est qu'une sieste quotidienne. Et je parle pas des enfants. Je pense pas qu'on soit très égaux devant ça. Je pense qu'il y a des personnes qui vont vraiment en avoir besoin. Peut-être d'autres moins. Ça veut pas dire que je la pratique pas. Parfois, j'en ressens le besoin. Et du coup, là, je m'écoute. Vraiment, je bataille pas. Hein. Oula, il est 12h30, 13h. Je suis complètement crevée. Je vais me coucher pendant 20 minutes, 25 minutes. Et puis, quand j'étais
vraiment, tu vois, juste après la naissance de mes enfants, où le sommeil est extrêmement compliqué la nuit parce que allaitement, parce que tout plein de trucs. Autant te dire que les siestes, c'était vraiment précieux, c'était salutaire. Mais je pense pas qu'on soit très écho là-dedans. Par contre, devant la sieste, je veux dire devant le besoin de sieste. Par contre, ce qui semble avéré, en tout cas, il semble y avoir une sorte de consensus scientifique sur le sujet, c'est qu'effectivement, ce power nap ou ce temps qu'on peut prendre à la mi-journée, il est extrêmement précieux quand on le prend. Et qu'effectivement, ça fait un reset. Ouais, c'est pareil, j'ai lu des bouquins là-dessus aussi, vraiment super passionnants, très très bien écrits, qui voilà, comptabilise un petit peu, qui regroupe un petit peu comme une méta-analyse toutes les études qui ont été menées sur la sieste, sur la durée de la sieste, sur le moment auquel il est préférable de faire la sieste ou ne pas la faire, etc. Et effectivement, on se rend compte à quel point ça peut être un outil puissant dans nos sociétés où justement on a besoin de break. Ouais. On a vraiment besoin de break. Et je pense que si on s'accordait plus de break, que ce soit sous la forme d'une sieste, que ce soit sous la forme d'un temps de respiration, d'une méditation, d'un NSDR, parce que c'est vrai que le NSDR, là, le non-sleep deep rest, avec un petit accent, c'est tout aussi précieux, en tout cas visiblement c'est tout aussi précieux. À mon avis, on gagnerait beaucoup, beaucoup, beaucoup en vitalité et en énergie. Je pense qu'il faut pas hésiter à s'écouter, en fait, à s'autoriser de faire ça. Alors pour les gens qui souffrent de troubles du sommeil, ça peut être très très compliqué, ça peut être une angoisse. Donc moi ce que je dis souvent, c'est qu'en fait la sieste, ça veut pas dire dormir forcément, veut dire se reposer. Et donc on peut trouver du repos justement dans du NSDR, dans de la méditation, dans un petit temps musical, mais juste le fait, voilà, on coupe les stimulations et puis on vient se recentrer et là on se ressource. Et puis après, pour d'autres personnes, oui, effectivement, 10, 15 minutes, 5 minutes de sieste, ça peut vraiment changer la donne, la physionomie finalement de l'après-midi et de la soirée qui arrive. Moi, je suis plutôt convaincue de la sieste, même si j'en ressens pas le besoin au quotidien. C'est vrai que je suis un partisan des micro-siestes l'après-midi, quand j'en ressens le besoin. Surtout après avoir envoyé une bonne séance de sport le matin, et puis après t'as ton repas, et puis je suis beaucoup dans des activités intellectuelles, donc des fois je sens que j'ai besoin de couper. Et alors qu'avant je l'étais pas du tout parce que j'étais dans ce truc de productivité, il faut se lever tôt, et puis si tu fais la sieste c'est que t'es feignant, etc. Alors qu'en fait pas du tout. C'est vraiment un conditionnement de la société qui est absurde. Et j'avais lu un livre très intéressant c'est un vieux livre sur le sommeil justement, et il parlait de la sieste, mais il avait un autre nom pour ça, ça pouvait même durer quelques secondes des fois, tu vois. C'était vraiment des micro-siestes où par exemple je sais pas, tu te cales dans ta voiture et tu sais, juste t'es comme ça et tu somnoles 2 minutes et en fait ton système nerveux ça lui suffit. Et t'as plein de personnes comme ça dans l'histoire qui tapaient des micro-siestes mais de quelques secondes. T'avais par exemple Napoléon sur les champs de bataille, il se calait dans une tranchée et lui il arrivait à taper une sieste de 2-3 minutes comme ça. Hop, et puis il repartait au combat. T'avais Abraham Lincoln qui pouvait aussi taper une sieste sur son bureau pendant entre deux rendez-vous, et enfin t'as des mecs comme ça qui en plein chaos à n'importe quel moment ils peuvent se faire des petites siestes pour régénérer le système nerveux, et justement ils montraient que c'était très bénéfique justement pour avoir garder un esprit aiguisé et être plein d'énergie sur le reste de la journée. Donc moi j'ai changé mon rapport sur la sieste et j'aime beaucoup. Et encore une fois ça dépend aussi des périodes. Il y a des fois je vais moins ressentir le besoin, il y a des fois je vais pas en avoir besoin, puis il y a des fois je vais le sentir. Donc encore une fois maintenant je le fais toujours à la sensation, et je vais pas me forcer à faire une sieste si je me sens en pleine forme, quoi. Oui, puis s'écouter aussi sur l'horaire. C'est vrai que c'est pas parce qu'on a l'habitude de faire la sieste à 13h qu'un jour on peut pas la faire à midi ou qu'on peut pas la faire à 14h. Je pense que c'est important d'être assez à l'écoute par rapport à ça. Et ça me fait penser à une petite anecdote, mais qui va te faire sourire parce que ça fait écho justement au stage qu'on a vécu en commun là, il y a quelques semaines en arrière. J'avais, il y a quelques temps de ça en arrière, Kevin Finel, qui est, tu sais, qui est le créateur de l'Arche, donc qui est hypnothérapeute. Ouais. Hypnotiseur, hypnothérapeute, je pense que du coup c'est hypnothérapeute, puisque lui c'était plutôt d'un point de vue thérapeutique. Ouais. Je le connais. Et en fait, il y a un client un jour ouais, c'est ça. Et il me disait, en fait, il y a un client un jour qui est venu avec, tu vois, The Challenge, quoi. Dis-moi. Donc c'était un businessman.
tout le temps dans les transports, tout le temps il allait prendre l'avion, il rentrait, le train, le taxi, le machin et tout. Il dit en fait j'ai que des temps de trajet pour faire des siestes. Et il dit en fait même des fois de mon bureau jusqu'à l'aéroport il faut que je puisse faire une sieste. Et donc il disait en fait il faut que j'apprenne, du coup il lui a transmis des clés pour justement s'auto-hypnotiser, donc vraiment descendre dans ces niveaux de conscience qui permettent l'endormissement. Il dit en fait j'ai besoin de pouvoir m'endormir comme ça en l'espace de quelques minutes, même si ça ne dure que quelques minutes. Et du coup, il lui avait fait tout un petit protocole comme ça, et ça avait fonctionné. Et donc, en fait, il s'endormait dans le taxi entre le moment où il disait bonjour au gars, et puis 3 minutes après, si le gars lui parlait, ou s'il était... Enfin, tu vois, vraiment, c'était... il faisait des micro-siestes comme ça, et sur commande. J'avais trouvé ça fascinant. Bon, c'était juste le petit clin d'œil à notre... à notre JB national, s'il écoute ce podcast. Et je me rappelle de cette anecdote parce que j'avais justement écouté ce podcast avec Kevin Finel. Parce que je suis ses travaux depuis plus de 10 ans. J'avais acheté un petit bouquin et j'ai aussi sa plateforme Psychonautes où je m'entraîne à l'auto-hypnose, tout ça. D'ailleurs, il faut que j'invite sur mon podcast Kevin Finel parce que j'ai vraiment envie de discuter avec lui sur ça. Mais c'est vraiment intéressant Enfin, ça m'a fait rire quand il avait expliqué ça. C'était très drôlement expliqué. Que lui aussi, ça l'avait challengé de dire, merde, comment je vais faire pour endormir quelqu'un comme ça. C'était vraiment rigolo, ouais. Dingue. Je vais t'emmener sur la dernière partie du podcast et après, je vais te libérer. Je termine toujours avec quelques petites questions. La question classique, c'est où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur les réseaux et qu'est-ce que tu proposes comme service ou produit si jamais tu en proposes? Je pense que la porte d'entrée la plus simple, ça doit être probablement Instagram, puisque tu vois, il y a tous les liens qui ramènent un petit peu partout après à l'écosystème autour d'insomnie hors de mon lit. Donc ça ramène sur mon podcast que tu as cité effectivement, podcast qui, je vais bientôt fêter ses 4 ans à mon podcast, et comme c'est un petit peu, tu vois, le bébé que j'ai créé vraiment au moment où j'ai compris que tout était possible et que j'avais des choses à partager, c'est toujours un petit truc pour moi de me dire tiens, ça fait déjà 4 ans que pour moi les troubles du sommeil sont bel et bien derrière. Donc c'est chouette. J'ai démarré là un truc tout nouveau. Il y a là seulement quelques semaines, tu vois, je crois qu'il y a 15 jours, j'ai dû envoyer le lien à ma communauté. J'ai commencé des guidages audio. Ça fait déjà un petit moment que je voulais faire ça. J'avais demandé à ma communauté, ils ont été super enthousiastes. Du coup, je me suis dit, allez, je me lance. Tu vois, des guidages audio, donc qui mélangent un petit peu, tu vois, c'est en gros un peu des petites méditations ou du NSDR ou de la conscience sur la respiration, sans que ce soit des techniques ou des trucs comme ça, tu vois, parce que pas obligé de faire X techniques de respiration, surtout la nuit, surtout le soir, mais juste de venir renouer avec sa respiration et en lien avec le sommeil. Donc des choses qu'on peut écouter, tu vois, hors connexion, le soir, la nuit, au moment du coucher, pour essayer d'avancer un petit peu sur ce chemin. Donc là, c'est plutôt une fierté pour moi de mettre ça en place, parce que je pense que c'est, tu vois, comme on le disait tout à l'heure, c'est vachement bien de partager du savoir, des choses qu'on a compris, structurées, tout ça, mais je trouve que c'est bien aussi de pouvoir aider les gens, tu vois, tout de suite maintenant. J'ai pas la chance de pouvoir exercer en cabinet, donc je ne vois les gens qu'en visio. Si j'étais en cabinet, je proposerais justement, mais ça arrivera peut-être un jour, en tout cas c'est un projet pour moi, je proposerais justement, tu vois, j'ai été formée en réflexologie plantaire, où je proposerais des séances de méditation, des temps de respiration, etc., pour faire prendre conscience à la personne qui est là, la porte qui peut s'ouvrir vers l'apaisement. Parce que souvent, quand on est en insomnie chronique, on est tellement coincé dans son mode hypervigilance qu'on n'arrive même plus à se rappeler ce que c'est que de se sentir bien. Et tu vois, cette porte qui s'ouvre, je me dis, je peux peut-être aider à ce qu'elle s'ouvre un petit peu avec des guidages audio. Voilà, donc il y a ça. Et puis après, bien sûr, je propose aussi une formation complète sur la sortie de l'insomnie, où tu vois, je déroule un petit peu les 3 grands piliers qu'on a cités tout à l'heure, pour que les personnes puissent suivre vraiment avec un chemin pédagogique que j'ai pensé pour que ça soit pas trop rapide pour les gens et qu'ils puissent prendre leur temps. Parce que quand ça fait 30 ans qu'on souffre de troubles du sommeil, si on veut tout faire dès le lendemain, enfin tu vois, tu peux pas en fait, il y a trop de choses à prendre en compte. Et donc j'ai pensé ça pour que ça puisse être un chemin qui soit adapté et que les gens puissent intégrer ça dans leur quotidien. Et puis là je ne sais pas quand est-ce que tu sortiras notre échange là, Dylan, mais du coup je travaille aussi sur une autre formation avec Fred Tillion, que tu connais peut-être,
qui Ouais, est comme coach ça me dit rien, de non. yoga et de respiration, enfin professeur de yoga et coach de Ok. respiration. Euh, Parce qu'il a une chaîne YouTube aussi, et lui, en fait, il fait des environnements sonores, des guidages musicaux autour de la respiration, mais c'est lui qui crée sa musique. Et donc là, du Wow. coup, on est en train de faire une formation ensemble autour de ce Ah, lien génial. étroit entre sommeil et respiration, pour que les personnes puissent non seulement peut-être prendre conscience de ce lien et pouvoir se servir de cet outil magique qu'est la respiration pour pouvoir aller vers le sommeil, et puis les accompagner justement de façon directe aussi, avec des guidages et des environnements sonores qui soient adaptés à ce qu'on veut faire. Tu vois, je sais pas, le 4x4 par exemple, tu vois, le carré, paf, t'as un guidage pile Ouais. poil qui va t'emmener avec un univers musical qui correspond, etc. Donc c'est un chouette projet qu'on avait là ensemble, et puis qui va voir le jour là dans les semaines qui arrivent. Donc voilà, selon quand est-ce que ça sort, ce sera peut-être sorti quand tu sortiras cet épisode, mais en tout Je vais cas, sortir voilà un l'épisode petit de peu. la semaine prochaine, je pense, donc Ah ok, donc ce sera pas sorti puisque ça va ok. sortir courant avril. Donc voilà un petit peu ce qui est le cœur de mon travail aujourd'hui dans la transmission. Et puis après, bien sûr, les consultations, parce que je trouve que c'est important de pas perdre le fil, en fait. Au-delà du fait que Ouais. j'aime profondément aider les gens, mais je trouve que c'est important aussi de pas perdre le fil avec la réalité de Mm. ce que c'est, parce que malgré tout, les mois et les années passant, où pour moi l'insomnie, elle s'éloigne petit à petit, en tout cas cet état d'être, il s'éloigne un petit peu. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, faut que je me rappelle, mais parce que c'est vrai, en fait, voilà, le cerveau, je pense qu'il se protège aussi, il a tendance à oublier certaines choses. Et je pense que c'est important, justement, pour accompagner les gens et pour parler avec justesse de ce que c'est que l'insomnie, et je parle de l'insomnie C'est vrai. chronique, tu vois, c'est important aussi de rester connecté à ça. Donc voilà, je me nourris aussi beaucoup de tout ça, et je pense apporter aussi pas mal de valeur au travers de ça. Et puis tu vois, des conférences ou des visioconférences que je peux donner autour du sommeil, de l'alimentation et le sommeil, enfin tout ce qui est lié au sommeil en fait. Ouais, trop cool. Bah, je mettrai tous les liens en bas de la vidéo. Et si jamais tu as un lien pour ce que tu vas sortir avec Fred, bah n'hésite pas à me l'envoyer, comme ça je pourrais le mettre. Enfin, si tu as quelque chose à proposer en avant-première ou quoi. Est-ce que tu peux me rappeler le nom de famille de Fred pour que je retrouve son C'est YouTube? Tillon, T-I-2-L-O-N. Fred, ouais, Et les gens yoga et qui connaissent respiration. peut-être, ouais, c'est ça. Et les gens qui connaissent peut-être la plateforme Insight Timer, il est dessus. C'est une plateforme, tu Ah, sais, où tu connais peut-être, ouais. Tu sais, tu peux avoir justement des méditations, tu peux avoir du yoga, t'as plein de choses en fait qui sont proposées euh, en fait, n'importe qui peut proposer, mais tu as quand même un petit contrôle de la qualité de ce que tu mets, et je trouve ça pas mal. Et du coup, lui, il a pas mal de programmes aussi là-dessus, mais qui sont pas forcément en lien avec le sommeil, tu vois, qui vont peut-être être plus en lien, il dit que ça pourra probablement intéresser grandement ta communauté, qui vont être en lien avec peut-être la partie plus activité sportive, énergétique, de venir pouvoir profiter à 100% de soi-même, donc avec des choses très dynamisantes. Enfin voilà, il propose, ouais, c'est très varié, mais là du coup nous on est plus axé sur le côté apaisement, tu vois, pas le côté hmm. dynamisant, mais le côté apaisement pour venir travailler sur cette polarité, parce que les gens souvent ils sont dans le côté très dynamisant, ils ont du mal à aller sur l'autre côté. Et je parle même pas que de sommeil, hein, je parle juste d'un retour au calme en fait, hein, parce que on peut être dans le catabolisme tout le temps, mais à un moment donné il faut être aussi un petit peu dans la construction et dans la régénération. Moi, le premier à vouloir toujours être speed et productif. Je dois apprendre à me réguler. Est-ce que Mais tu aurais je te un... partagerai ça avec plaisir, oui. Cool, merci. Est-ce que tu as un défi pour les auditeurs qui nous écoutent? Quelque chose en lien avec le sommeil qui pourrait... une pratique, une habitude à mettre en place, quelque chose qui pourrait les aider comme ça à mettre un premier pied à l'étrier vers le retour à un bon sommeil. Ou n'importe quel autre défi d'ailleurs, peu importe. Ouais, ouais, c'est une bonne question. Il y a plein de choses qui me viennent en tête. Comme ça, à première vue, j'aurais envie de dire ouais, par rapport à la respiration, c'est tellement fondamental. On oublie tellement de Mm. respirer, on est tellement en apnée du matin au soir, que je pense que c'est important de prendre conscience de l'enjeu, en fait, de la respiration. Mais je pense que la chose est, ça va peut-être te faire sourire, parce qu'en fait, ça reboucle complètement avec les premiers mots que je t'ai dit là dans notre échange. Bah, le défi, ce serait d'aller passer du temps dehors, avec ses proches de préférence, mais d'aller passer du temps dehors et de profiter de cette nature
qui, à elle seule, est thérapeutique, en fait, de passer du temps dehors. Alors, si possible, pas entre deux immeubles, hein, vraiment d'aller dans la nature, dans la forêt, de passer du temps dehors. Parce que le sommeil, il est différent quand on passe des journées dehors, parce qu'effectivement, on vient réguler notre horloge biologique, parce qu'on est apaisé, et puis parce qu'en fait, on est fondamentalement plus heureux. Enfin, on est fondamentalement plus heureux. J'ai envie de dire, les études le prouvent, mais finalement, il n'y a même pas besoin d'études pour ça. Mais d'être vraiment en contact avec cette nature. Il y a des gens qui vont aimer les chevaux, d'aller voir les chevaux, les animaux. Mais juste, tu vois, je te cite un tout petit exemple pour... comme quoi on peut vraiment le caser dans sa journée. Tu vois, avant qu'on se parle là, tous les deux, j'avais une conférence là que j'animais et tu vois, une conférence, ça te met bien. Oh, j'étais comme ça, j'ai terminé. En plus, j'avais un timing super important à respecter et tout. Je termine et je savais que j'attaquais avec toi dans la foulée. Et en fait, le premier truc que j'ai fait, tu vois, j'ai tout posé, mes écouteurs, machin, j'ai tout fermé. Je suis allée dehors. Je suis allée marcher. Je suis allée marcher 10 minutes, 15 minutes, pile avant de repartir avec toi. Et en fait, j'ai senti mon état, mais j'étais perchée, quoi, tu vois, j'étais super haute, les questions et tout à la fin. Et là, j'ai senti pouf, 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 pouf. Et j'écoutais le chant des oiseaux. Alors bien sûr, tu vois, je respirais en même temps, je me concentrais, j'étais là. Et je suis revenue, et j'étais bien, en fait. Et je sais que, tu vois, tous ces moments où on autorise notre corps à faire le yo-yo, il est très haut, mais on l'autorise à redescendre pour après pouvoir mieux remonter et pour après pouvoir mieux redescendre. Et ben ça, c'est ultra favorable au sommeil. Ouais. Et ça, on le trouve dans la nature. La nature nous l'amène sans même qu'on fasse rien. Donc, je vais partir là-dessus comme défi là sur les jours ou les semaines qui arrivent. Cool, génial. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la respiration, qui est aussi un sujet qui me passionne énormément. Mais ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast ou d'un autre échange. Ah mais avec grand plaisir. Parce que c'est fondamental, la respiration, pareil, j'ai retravaillé ma respiration et ça m'a vraiment changé la vie, ça m'a changé mon énergie, ma capacité à contrôler mon état interne quasiment instantanément avec certaines pratiques respiratoires. Et ouais, vraiment, c'est génial. J'ai fait un podcast avec Boris, justement, et peut-être même que tu as dû en faire un avec lui, il me semble, ou tu as peut-être dû faire un échange avec lui, mais la respiration, c'est fondamental. J'ai fait avec d'autres personnes sur la respiration, avec Sarah aussi, avec d'autres personnes, mais pas Boris. Mais oui, non, c'est un sujet qui est absolument fascinant. Je pense pas être la meilleure personne pour en parler. Franchement, tu vois, tu as invité Boris, mais même si tu invites Pierre Dufraisse, il y a vraiment des personnes qui vont être vraiment beaucoup plus calées que moi pour, je veux dire, parler de la physiologie de la respiration. Mais par contre, effectivement, comme tu l'as évoqué pour toi, je viens de très très loin par rapport à la respiration. Comme je le disais, depuis toute jeune, tu vois, à pas savoir respirer du tout, à être, et à devoir réapprendre à respirer. Et donc forcément, il y a un avant, un après quand on fait ce travail-là, et c'est ce que je partage moi aussi vis-à-vis du sommeil. Ouais. On en rediscutera. Est-ce que tu as un invité à me recommander ? Bah, du coup, effectivement, Kevin Finel, ça pourrait être absolument génial. J'adorerais vous écouter tous les deux. Et puis, sinon, effectivement, parce que j'ai pas mal parcouru aussi les épisodes que tu as fait, et tu as eu des personnes absolument passionnantes à ton micro. Je pense que le sujet des réflexes archaïques avec, par exemple, le labo RNP, je sais que Emma Gomez en parle aussi, je pense que ça pourrait être un sujet intéressant. C'est un sujet dont on parle assez peu de façon globale, mais je trouve que c'est un sujet qui est passionnant parce que ça vient vraiment travailler sur le terrain, le potentiel de la personne. C'est-à-dire qu'elle peut être limitée dans l'expression de son potentiel par les réflexes archaïques. Mais t'avais pas reçu Victor Ségard, Victor, j'ai fait un podcast avec lui, ouais. Je l'ai pas, et vous en aviez pas parlé, parce que du coup j'ai pas écouté celui-ci. Je m'en excuse auprès de Victor, mais j'ai pas écouté celui-ci. Ça n'a pas été le sujet principal du podcast, mais on en a parlé à la fin. Mais c'est vrai qu'on l'a pas assez exploité, alors que j'aurais voulu en parler un peu plus, mais c'est vu que c'est spontané, les podcasts, on a dérivé sur plein de sujets. Et du coup, à la fin, j'ai essayé de dire, allez, on va caler un peu les réflexes archaïques. Mais ce serait intéressant, de me pencher un peu plus, parce que c'est vrai qu'on en parle pas mal. Et finalement, ça pourrait débloquer pas mal de choses aussi. Donc, ça débloque pas mal de choses. Et puis, je trouve que ça touche à toutes les sphères
tu vois, ça touche à la sphère. Je sais que, par exemple, tu vois, toi, tu as développé vraiment ton côté artistique avec la guitare, avec le chant, etc. Et il y a beaucoup de personnes qui vont être bloquées là-dedans, parce que réflexe archaïque pas intégré. D'autres personnes qui vont être bloquées dans leur activité sportive, d'autres personnes pour qui il va y avoir, et souvent c'est même couplé, hein, tout ça, qui peuvent avoir des difficultés à gérer leurs émotions. Justement parce que des réflexes pas intégrés ou dans la relation aux autres, etc. Et voilà, je trouve que c'est un sujet qui est relativement transversal et qui mérite d'être peut-être encore un peu plus connu. Et je prends note alors. Prochaine question, c'est tout nouveau, c'est la tradition du podcast. En fait, je demande à l'invité précédent de poser une question pour l'invité suivant, sachant qu'il ne sait pas qui ce sera et toi tu sais pas qui est-ce que c'est. Donc je te pose la question et après en off, après le podcast, je te demanderai de poser une question pour le prochain invité que tu ne sauras pas non plus avant de le voir sur le podcast. Alors, le dernier invité m'a demandé, t'as posé la question, combien de livres vas-tu lire au cours des 365 prochains jours? Combien de livres vais-je lire sur la prochaine année qui arrive? Alors, la première réponse qui me vient à l'esprit, c'est déjà pas autant que je voudrais. Ça, c'est clair. Parce que j'en ai une sacrée pile, que ce soit en livre physique ou dans mes livres audio. Alors, parce que bon, il y en a que je trouve pas en livre audio, alors je les ai en physique quand même. J'ai quand même des piles chez moi. Je lis quand même beaucoup. Je dirais 10. C'est pas mal, hein, c'est quand même presque un par mois. Oui, mais j'aime vraiment beaucoup lire. Et j'aime vraiment beaucoup lire. Et si je pouvais, je lirais plus. Alors après, il y a des petits livres. Hein, tu vois, j'ai des petits livres là qui sont en attente. C'est pas non plus que des pavés qui prennent des heures et des heures et des heures. Mais ouais, je pense que en un an, à peu près 10, ouais. Cool. C'est ce que je lis. Génial. Parce qu'il y a aussi un peu de fiction quand même dedans. Ah, il faut un peu de plaisir. Bah écoute, c'est la fin du podcast. Je te remercie beaucoup. Et du coup, comme pour le début, bah je te demande, je fais un petit peu le check-out. Qu'est-ce que tu en as pensé de cet échange? Voilà, j'espère que ça t'a plu en tout cas. Je te remercie infiniment, Dylan, pour cet espace-là que tu m'as ouvert aujourd'hui sur ton podcast. Déjà, j'adore parler de sommeil. Je sais que c'est un sujet qui te passionne aussi, donc c'est toujours plaisant de venir échanger, et puis tu vois, de pouvoir interagir sur des sujets comme ça. Mais en plus de ça, j'aime beaucoup ton approche qui fait que, en fait, on part de la carotte et on fait tout le potager. Ça part en arborescence de partout, et du coup, on peut parler de plein de choses. C'est vraiment très précieux. Et puis, c'est aussi précieux, tu vois, de pas juste devoir entre guillemets, donner des conseils. Après, je comprends, tu vois, parfois je suis interviewée, on donner des conseils pour faire ci, pour faire ça. Mais ça me paraît toujours tellement restrictif que là, le fait déjà de prendre un vrai temps, franchement, de prendre 2 heures là ensemble, mais c'est juste un moment exquis. Et en plus de ça, ça permet justement de dépasser faites ça, c'est ça. Ça permet d'expliquer plein de choses, ça permet de partager plein de choses, ça autorise aussi à dire, en fait, je ne sais pas. Et ça, c'est précieux. Parce que quand on est dans un tout petit sujet, on doit toujours répondre à un truc. Et moi, je trouve ça absolument plaisant de prendre ce temps. Et puis, de t'entendre rebondir sur plein de choses, d'avoir aussi tes retours. J'ai passé un très très bon moment et je te remercie infiniment de ton invitation. Et merci à toi, j'ai aussi passé un super moment. Pareil, le sommeil, ouais, c'est mon grand dada, c'est passionnant, ça me parle beaucoup, donc j'aime beaucoup parce que même si on se dit expert ou avoir des grandes connaissances sur un sujet, on apprend toujours d'une autre personne. Des fois, on a des croyances qui sont remises en question. On se dit, ah tiens, ça, je l'avais pas vu comme ça, je l'avais pas vu de cette manière-là. Et c'est pourquoi j'aime bien prendre le temps aussi de bien développer. Et moi, ça m'apporte toujours des matières à réflexion, d'avoir une nouvelle, de voir la chose sur un nouvel angle et de changer mon approche. Donc moi, je ne fais que grandir avec ce genre d'interview. Donc ouais, j'adore. Merci à toi pour ce temps. Et puis à bientôt.
Eh bien, bonne suite de journée à tous ceux qui nous écoutent et à très vite, Dylan. Et une très bonne nuit. Mm.